La Dream Team qui m'accompagne ce soir. On va se régaler. Le pilier Ludovic B. Bonsoir à tous. Comment ça va, Ludo? Bonne année de vive voix. Pilier peut-être de rugby d'ailleurs. Tu t'aurais pas fait du rugby, Ludo? Ah, moi je viens de Perpignan, donc forcément j'ai fait du rugby, l'USAP, tout ça, obligé. Mais j'aime pas ça. Okay, je le dis, voilà, j'aime pas ça. Parce que donc quoi, aller dans la région, on est obligé d'en faire. Obligé, c'est obligatoire de faire du rugby quand t'es à Perpignan. Et tu peux y revenir maintenant que t'as dit que t'aimais pas ça? J'ai le droit, mais par contre je suis fouetté à chaque fois que j'y vais. Donc voilà. C'est le jeu. Et on a une photo. Et on a les photos. Ludo en CDI me dit qu'il est 22. Oui, Ludo il est là à chaque fois. Ça me fait bien plaisir. On va rappeler que Ludo c'est celui qui nous fait découvrir un nouveau métier, une nouvelle profession à chaque fois. L'éternel stagiaire. De troisième. Moi. L'habitué Mimi Hegel, qui revient pour au moins deuxième fois. Bonjour, bonne année. Bonne année. Oui, c'est la deuxième fois. Ouais. Tout à fait, mais je suis passée dans l'hebdo Étienne sur tes généreuses invitations. Ça va très bien. Super début d'année, la forme, et puis ravi d'être là. Mimi, créatrice de contenu, on te voit où en ce moment? Sur Twitch, principalement et en podcast. Parce que selon les moments, on a... Là, ça reprend bien Twitch. Oui. Ah, c'est vrai, ça. Je vais parler de pas mal de séries télé dans les mois qui arrivent, parce qu'il y a des gros trucs qui vont reprendre Mimi cette année. Mimi est passionnée, une spécialiste des séries télé, notamment. Quand tu streams, c'est vers quelle heure? Le soir, généralement vers 20h. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, bah là, ça va être compliqué pour ce soir. Hein. Ou alors, je me dédouble pas encore. Très vite. Et une nouvelle recrue, Mathilde Studi. Bonsoir Mathilde. Bonsoir, bonne année également. Merci. J'ai failli tomber de ma chaise tout à l'heure parce qu'on parlait un petit peu de ce que faisait Mathilde. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je lui demande son âge. Et Mathilde a 19 ans. Tu as 19 ans. J'ai 19 ans, oui. Et tu es créatrice de contenu depuis maintenant 5 ans. Waouh. Tu étais en 3e. J'ai commencé jeune, j'étais en 3e. Et donc créatrice de contenu scolaire. Et j'ai commencé quand j'étais en 3e, donc juste avant le confinement. C'est génial. Et... le confinement, c'était un moment où il y avait tous les jeunes étaient un peu perdus sur la scolarité, beaucoup de décrochage scolaire, les vieux aussi, etc. Je parle pour moi. Moi aussi. Hein. Et donc, forcément, les jeunes aussi voulaient continuer à être attachés un petit peu à l'école. Moi, je partageais mes fiches, je partageais mes conseils, ce que je faisais aussi en cours. Et après, j'ai continué, j'ai fait tout mon lycée avec les réseaux sociaux. Et maintenant, je continue également. Parce qu'en fait, ta spécialité, c'est les fiches. C'est ça. C'est les fiches de révision. Ouais. Hein, c'est ça. Et donc, tu as commencé sur Instagram, je crois. J'ai commencé sur Instagram avec les fiches. Je suis toujours sur Instagram. Et après, maintenant, je suis aussi beaucoup sur TikTok. Donc, pour partager ma vie étudiante, partager des conseils, expliquer un petit peu les épreuves du bac, du brevet, etc. La chance des gens qui étaient dans ta classe, parce que tu sais, c'est le jour où t'es malade. Et tu dis, quelqu'un a pris les cours en notes, quelqu'un peut me passer ses fiches. Il me demandait à chaque fois, Mathilde, quand est-ce que tu postes la fiche pour le contrôle de demain? J'ai de chance. J'aurais adoré avoir ça. Et premier stream de ma vie. Donc, bienvenue sur Twitch. Alors attention, parce que c'est très addictif. On commence comme ça, au dépourvu, on est invité, et puis après, on se retrouve à lancer un stream tous les soirs à 20h, et on s'arrête, ça s'arrête. Et tu finis platine sur Valorant. Tu vois, des fois, il y a des trucs. La pente est très glissante. Je ne sais pas de qui tu parles, mais personne n'est platine sur Valorant dans cette pièce. Toujours pas. On est très heureux de t'accueillir, Mathilde. Bienvenue, merci d'être avec nous. Le thème de l'émission aujourd'hui, attention. Le thème. Oui, je suis très. Mais c'est très bien. C'est le fait d'avoir couru ce matin. J'ai une espèce d'énergie. J'ai couru sous la pluie ce matin. Il pleuvait des torrents sur Paris. Voilà, en stream. Quelle longue idée. On a une poussette de stream avec un mini parapluie. C'était très drôle. Ça m'a donné une énergie incroyable. Tu te fais souffrir. Hein. Le thème de l'émission aujourd'hui, meilleurs vœux d'orientation. Meilleurs vœux. Quel jeu de mots. Pas mal. Hein. J'aime bien. Très bien. Je crois qu'on peut féliciter toute l'équipe. Voilà, merci Vincent. Pourquoi une spéciale orientation? Parce que dès le 15 janvier, si vous êtes en terminale, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire sur Parcoursup et formuler vos vœux. Vœux, nouvelle année, orientation, je pense que vous l'avez. Mais on va parler, au-delà de Parcoursup, on va parler d'orientation de façon générale dans cette émission. Pourquoi? Parce que d'abord, l'orientation, c'est l'une des missions de MVP. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans Ma Vie Pro? Pour ceux qui découvrent cette émission, puisqu'on change d'horaire, on explore les voies professionnelles, les métiers, les carrières, les secteurs d'activité, pour que ceux qui nous regardent, les plus jeunes, puissent trouver leur voie pour plus tard. Voilà, d'ailleurs, ils peuvent en changer. Et pour les plus âgés, peut-être, s'ils le souhaitent, se réorienter. Ouais. Trouver une passion, trouver quelque chose. C'est bien. Donc, c'est complètement au cœur de ce qu'on fait. Et puis aussi, et on va le voir au travers de nos chroniques, l'orientation, c'est quelque chose qui angoisse souvent. Un peu, oui, je pense qu'on peut le dire. Pas mal. Vous en parlez de ça. Oui, mais surtout parce qu'on te demande depuis très jeune quel est le métier que tu veux faire. C'est la question à tous les repas de famille. En plus, vu qu'il y a eu Noël et les fêtes, je pense que tout le monde a eu le droit. Tu veux faire quoi comme métier? Tu veux faire quoi comme études? Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Vraiment, il y a ceux qui savent très tôt,
Mimi en parlera tout à l'heure dans sa chronique parce qu'elle a un souvenir assez précis à ce niveau-là. Puis il y a ceux qui ne savent pas, à mon avis, la majorité. Ça crée du stress, de l'inquiétude. Il y a tous les métiers qui n'existent pas encore aussi. Moi, quand j'étais à l'école, youtubeur, ça n'existait pas. Hein, donc, Attends, moi, streamer Valorant. Toi, oui, je sais. Toi, ça existait déjà. On a parlé de ça. Moi, quand j'étais jeune, l'électricité n'existait pas, si vous voulez. Donc, oui, voilà. À un moment, il fallait chauffer au bois. Ça peut être une super réponse d'un jeune qui est interpellé à Noël par sa famille. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Un métier qui n'existe pas encore. Bah écoute, je peux pas te répondre parce que ce métier n'existe pas encore. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il répond, le grand-père? Eh ben rien. Rien du tout. Il est dans le baba. Il est dans le baba. Et bim. Voilà. Souvent, quand j'ai une émission avec des invités, je regarde pas trop le. Enfin, je regarde beaucoup le chat, bien sûr. Sinon, à quoi bon être sur Twitch? Mais pas trop les subs. Mais il y a Borsenven qui vient lâcher 10 subs à la communauté. Ça fait plaisir. Je régale. Merci, mon ami. Donc, on va voir que l'orientation, c'est quelque chose qui angoisse. Mais peut-être quelque chose qui ne devrait pas tant angoisser que ça. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous expliquer ce soir dans l'émission. C'est parti, avant de démarrer avec un petit jeu pour nous échauffer comme à chaque fois. Dernière chose juste avant de passer. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un après qu'on va recevoir dans l'émission? Un livre à côté de toi. Le livre n'est pas assez gros. Il faut en parler quand même. Il fait combien de pages? Il fait beaucoup de pages. Beaucoup de pages. Plein. Mais il n'y a pas écrit 365 déjà, donc au moins 365. Il fait combien de pages? Samuel, un peu détective. C'est toujours le début de l'année. On reçoit Jamie Gourmaud, il a raison, Ludo. À la fin de cette émission, c'est l'invité MVP. Alors, bon, Jamie, il se pose plus trop de questions d'orientation, quoique c'est quelqu'un qui s'est réinventé souvent. Donc peut-être que dans quelques temps, il nous surprendra à nouveau. Il a été journaliste, il a été animateur. Maintenant youtubeur. Maintenant youtubeur à succès d'ailleurs. Donc peut-être que l'orientation, c'est pas terminé pour lui. Mais surtout, il va venir témoigner de son parcours. Parce que nous, on pense ici que les parcours de professionnels... D'ailleurs, je vous dis pas tout, mais on recevra une jeune ingénieure tout à l'heure. Tu dis tout. On parlera de son parcours. Je dis tout. Moi, tu sais, je suis le roi du leak, moi. D'ailleurs, je dis, bon, je vous dis pas, mais en fait, je vous le dis. Et on aime bien justement écouter des gens qui sont déjà dans la vie active pour écouter leur parcours, en se disant que ça peut être inspirant pour ceux qui nous regardent. Jamie Gourmaud sera mon invité tout à l'heure, d'ici 2 heures, quoi, tranquillement. Voilà. Avant de démarrer par le petit jeu, un grand merci à Renaud et à la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous accompagner sur cette émission. Et on reparlera de cette région dans un instant. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets le bouquin de côté de Jamie parce qu'on va en parler dans un instant. Je suis à ma 2e reconversion et tout se passe bien, donc ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez envie, me dit Ketaru dans le chat. Merci bien sûr. Beaucoup. Est-ce qu'il y a un jingle? Parce que ça fait bien un petit moment qu'on n'a pas entendu de jingle. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'émission. Il y a un jingle? Il y a un jingle. Il y a le réal dans Régie qui se dit mais putain, mais il retient rien. Une catastrophe ce présentateur. Le petit jeu pour commencer, pour s'échauffer, c'est à la une. Le jeu d'actu. Ouais, c'est une histoire d'actualité. Et il faut trouver la chute, il faut trouver la suite. Et celui qui gagne, 1, on estime, 2, un indice qui est dans cette enveloppe rouge. Voilà, un indice pour trouver la profession de l'invité mystère que nous recevrons tout à l'heure. À la fin. Voilà. Bien. Et celui qui gagne l'indice, là, il aura un petit bonus. Et s'il gagne le jeu de l'invité mystère, il sera... Dans le cadre là-bas. Wow. Je rappelle, pour le lore de l'émission et ceux qui suivent l'émission, effectivement, nous avons perdu le cadre de l'employé de la semaine. Certains disent volé, d'autres perdu. On ne saura jamais le fin mot de cette histoire. Mais en attendant, nous avons donc ce cadre dans un style très Bob l'éponge que je trouve. On dirait un espèce de, tu sais, les pâtes à modeler ou pâtes à sel. En maternelle, tu sais, les enfants font des petits cadeaux pour les parents. Ouais, c'est le collier de Louis de l'émission. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, peut-être que le vrai reviendra, on ne sait pas. L'un de vous trois peut avoir sa photo. Oui. Voilà. Dans la prochaine émission, il faudra faire la pause, etc. Tout à fait. Vous êtes prêts? À fond. Les amis? Ready. Dis-nous tout. Attention, parce qu'à gauche, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je viens pas pour la chronique, moi, je viens pour gagner les jeux. Totalement. Oh là là. Ok, d'accord. Oui. Question. Dans le cas où on connaît l'histoire, on l'a vu passer, est-ce qu'on se tait? Parce que du coup, on ne devine pas. Non. Tu peux y aller. On est déjà très en retard dans l'émission. Tu peux y aller, j'ai envie de te dire. Si tu suis suffisamment l'actu pour avoir déjà la réponse... Il y a très peu de chance, mais je demande pour avoir. J'aime bien avoir toutes les règles. C'est pas Simon Puech justement qui avait pré-shot très vite. L'invité à la fin. C'était pour l'invité. Il avait pré-shot direct. Tout à fait. Vous savez que faire la promotion de son commerce, c'est pas toujours facile. Se faire connaître, se distinguer de la concurrence. Ok. En cette période de galette des rois, on va s'intéresser aux boulangeries Les Pains du Soleil à Castébanny et Saint-Estève près de Perpignan. Saint-Estève, bien sûr, je connais très bien. Tu connais très bien. C'est Cabestany, je pense, le mot. Le truc d'avant. Comment tu dis? Cabestany. J'ai dit quoi? Castébanny, ou je sais pas ce que t'as dit. Donc, c'est le sud-ouest dans le chat, c'est juste que je sais pas lire. Très bien.
Est-ce qu'il y a des Catalans dans le chat? Allez-y, vous pouvez mettre vos insultes. Je suis ban de Catalogne. Dis-moi tout. À votre avis, qu'a décidé de faire le patron de ces enseignes de boulangerie? Mon oncle. Pour se faire pour se faire un joli coup de com'. Ah, vous avez le droit des petites questions. Est-ce qu'il a pas mis une fève un peu ticket d'or comme dans Charlie à la chocolaterie? Ok, c'est tellement un bon début de bonne réponse que tu as le droit à une deuxième question. Parce que tu y es quasiment là. Ok, pour moi, il a mis une fève qui rapporte de l'argent à l'intérieur. Et donc, si tu achètes la galette des rois et que tu trouves la fève en or ou la fève spéciale... Tu gagnes la boulangerie. Eh bien, alors, brûle, mais ça n'est pas quelque chose qui permet de gagner de l'argent. C'est une visite, tu gagnes une visite. Tu gagnes du pain à vie, tu gagnes un abonnement à la boulangerie à vie. Ton poids en galette des rois, ton poids en frangipane. Non, ça n'est pas ça, mais en tout cas, on est sur une fève un peu particulière, oui. Est-ce que la fève, c'est une vraie couronne en or? Non. Mais petite, évidemment. Non. Mais ça rapporte pas de l'argent. Ça rapporte pas de l'argent du tout. Ça peut si tu revends le truc. Ah, donc c'est cher. C'est un truc quand même, un beau bijou. Oui. Il a mis son alliance. Son alliance, c'est ça. Il y a des gens qui sont mis la tête de la boulangère. Qu'est-ce que t'as mis cette année, mon chéri, dans mon alliance? Alors... Non, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'il a pas fait exprès. Il faisait la pâte. L'alliance est tombée. Et après, il a fait non, j'ai mis dans la galette. On brûle, vous y êtes. Alors, c'est un diamant. Gagné. Oh, bien. Incroyable. Hop. Alors, je partage quand même avec Mathilde. Elle a quand même eu... Alors, vous aurez l'indice tous les deux. Très bien. Je vais aller regarder tout à l'heure. Vous avez été très forts tous les deux. Il y a juste toi qui est ostracisé. Oui, bah, vraiment. Si je trouve avant vous la profession sans indice, je ah oui, là, tu serais très fort. Le verre à moitié plein. Donc, en fait, il a mis 2 diamants en guise de fève. Donc, du coup, pas les... Ils ont de la thune à Saint-Estève. Ouais, 2 diamants, chacun d'une valeur de 850 €. Okay. Donc, tu vois, en vrai, tu été content. Alors, évidemment, il a pas mis le diamant dans la galette. Pourquoi? Parce que le risque, c'est de l'avaler. Et oui. C'est de l'avaler. Ah bah oui. Et donc, du coup, il a mis une fève, mais avec dessus un diamant stylisé. Et si tu trouves cette fève, tu gagnes un des 2 diamants de 850 €. Voilà, pas mal. Imagine tous les gamins à qui on va arracher la fève encore dans la bouche, pleine de bave, pour voir est-ce que c'est la bonne ou pas. C'est déjà pas ça, c'est fini en plus là. Non, on est en pleine période. Ah, faut que je dise à ma mère d'aller à Saint-Estève acheter la galette. Il faut regarder. Mais oui, toute ma famille vit là-bas. Bon, la famille de Ludo, si vous nous regardez, toute ma famille vit dans là-bas. la région, je vous rappelle le nom des boulangeries, c'est les Pains du Soleil à Cabestany. Très bien, Cabestany. Samuel prend une commission sur près de Perpignan. Voilà. Et si la famille de Ludo trouve la fève, tu partages. Je prends 50% parce que c'est quand même oui, 50, bien sûr. On prend tous 50. Je fais 50. Bravo les amis pour ça là. Mais attention, Mimi peut clutch tout à l'heure. Je peux, au jeu de l'invité toujours. Vous voulez que je vous dise l'invité mystère Qui c'est? Parce que c'est incroyable en vrai. Ce qui fait comme non mais moi en plus c'est un métier, ça me passionne, ça m'intrigue beaucoup. Mais tu vas toujours monter la sauce. J'ai trop envie de vous dire. Vous voulez que je vous dise? Non. Parce qu'il est platine sur Valorant. Non mais c'est fou en vrai. C'est tout le mois de janvier la galette, me dit-on. Ah bon. Je regrette presque d'être de ces gens qui n'aiment pas la galette des rois parce que je me dis que je passe à côté d'une belle opportunité. Je n'aime pas la frangipane non plus, mais dans mon sud, il y a la couronne. Vraiment brioche. Ah, brioche, qui aime la frangipane? Qui mange? Attendez, parce qu'il y a justement différents types de galettes. Qui mange de la galette ici? Moi. Laquelle? Toutes. C'est une brioche, moi. Frangipane. En fait, en vrai, j'aime bien la frangipane. J'aime bien l'amande, moi. Tout ce qui est frangipane, machin, c'est bon. C'est pas léger, quoi. Non, après, on en mange pas non plus. Attends, tu sors pas de cette période avec un petit kilo en plus, toi, ou pas? Non, ça va. Enfin, alors moi, on va pas parler de ma vie, mais pour arriver à prendre 1 kilo, c'est déjà très dur. J'ai ce truc où effectivement. La chance. Non, c'est pas une chance en vrai. J'ai toujours été maigre toute ma vie. D'accord. Donc tu vois, moi, je peux bouffer. Mais donc non, j'ai pas peur de ça dans la frangipane. Ça pour répondre. Parce que je pars trop loin des période est mal choisie. Tu sors des agapes des fêtes. Tu as passé le Noël, le réveillon en famille ou avec des amis, avec des repas pentagruéliques, et t'enchaînes direct avec la période des galettes, c'est dur. Et après, il y a la Chandeleur. Ah, il y a un sondage dans le chat. Tu préfères quoi? Peut-être que c'est juste qu'on adore bouffer en français. Ici, plutôt brioche, j'ai entendu. Moi, je suis team brioche depuis petite. C'est lié à ta région ou pas? C'est lié à ma région. Tu viens d'où? Moi, je viens de Nice. Ok. Donc à Nice, il y a vraiment beaucoup plus de couronne que de frangipane, c'est vrai. Donc vraiment team brioche. Team frangipane, team brioche, team pas. Pas de galette. Rien. Pas de galette. Mon avis, c'est que si c'était bon, on en mangerait toute l'année. Et je trouve que ça n'a que très peu d'intérêt. La balle perdue pour les amateurs de galettes, quoi. Désolé. C'est pas faux. D'accord, ok. Je comprends. Alors moi, je suis team galette franc-comtoise. Oh là là. Non, parce qu'en fait, il y a des patates avec. Il peut toujours être différent celui-là. Mais non, mais mon amoureuse est de Besançon. Et là-bas, là-bas, mais uniquement en Franche-Comté, ils ont une galette qui est à eux, qui est la galette franc-comtoise. C'est à quoi? La galette au goumeau, ils appellent ça. Oh, ça donne moins envie, ça. La galette au goumeau. C'est une folie. C'est une espèce de pâte à choux, mais pas levée, qui gonfle pas. Donc c'est une galette plate en pâte à choux. C'est très léger, c'est parfumé légèrement à la fleur d'oranger. C'est beaucoup plus léger
que la galette frangipane. Rien à voir déjà donc avec une galette des rois. Oui, au bout d'un moment, tu peux prendre un kebab et dire c'est la galette locale, on l'a fait salée. Une fève. Mais si ça monte pas, on la voit la fève. Non, parce que ça fait quand même ça, tu vois. D'accord. Voilà. Petite fève, pas un diamant. Sondage, Team frangipane 79%. Team frangipane. Brioche couronne 21%. Évidemment, personne n'a dit galette franc-comtoise parce qu'ils connaissent pas, mais s'ils connaissaient, ce serait 100%. 100% galette gros mot là, je sais pas quoi. Je ferme le sondage pour. Je pense que l'an prochain, je vais faire un tour de France des galettes pour me convaincre, me réconcilier avec cette spécialité. En stream. Et on n'a pas parlé de la galette à la pomme. Enfin, il y en a plein. Moi, je suis capable de faire l'émission sur la galette. J'arrête tout de suite. Allez, on change de thème tout de suite. En régie, ils vont se dire, il nous a promis de faire une émission un peu dense, un peu accélérée, un peu courte et tout. Et il raconte ça. Ça fait 20 minutes, on est sur la galette. Mais qui y croit encore, cela dit? Je viens de Franche-Comté, c'est très bon en effet. Et ben voilà. Je ne dis pas que des bêtises. Vous savez que c'est l'heure de la... Pause café. Non. Big Prez. Big Prez. C'est la première fois, elle connaît l'émission par cœur. Je suis à fond là. C'est l'heure de la Big Prez. Elle connaît le conducteur mieux que le présentateur. C'est fou. Mais ça a 19 ans. Mais ça va nous remplacer. On est mort, Samuel. C'est pas l'intelligence artificielle qui a inventé Mathilde. Je vais revenir dans 15 jours pour MVP. Ah non, t'es pas au courant? Non, mais tu n'es plus à cette... Elle est toute seule maintenant. Ah non, mais on te réinvitera, t'inquiète. Voilà, de temps en temps, quoi. On doit être à la 8e émission. On sait tous les deux même pas ce qu'il y a après, quoi. C'est fou. Bravo. C'est Mimi Hegel qui va nous faire la big press de ce MVP spécial orientation et qui va nous parler justement de la flip de l'orientation. Pourquoi le sujet de l'orientation est un petit peu stressant, c'est vrai, pour tout le monde. Un petit peu, pas mal, pour pas mal de gens, en tout cas, et ça se comprend. Tu l'as teasé en début d'émission, il y a des gens qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire dans la vie et qui, en plus, voient le chemin pour y arriver. Donc ça, c'est super. Et moi, quand j'étais au lycée, il y avait un mec comme ça dans ma classe, il savait exactement le métier qu'il voulait faire, il savait les formations qu'il fallait faire, et il travaillait à côté des cours pour s'entraîner et devenir... il voulait créer des effets spéciaux. Il a réussi. Il a réussi en plus. Quelques années après le bac, il a intégré une entreprise qui fait des effets spéciaux pour le cinéma, qui était sa passion. Sauf que je crois que du coup, tu le détestais un peu, lui. Ouais, du coup, moi, je l'aimais pas. Non, c'est un peu fort. Je l'aimais bien humainement, mais ça me stressait énormément. Je pense que j'étais jalouse parce que moi, j'avais pas du tout cette vision comme peuvent avoir les gens qui veulent être médecins ou vétérinaires ou astronautes. Bon, il n'y a pas 1000 chemins. Moi, j'étais là, j'ai pas d'idée très fixe. Donc, ça me faisait flipper, comme ça fait flipper plein de gens, finalement, l'orientation. Surtout, comme on l'a dit, quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on a l'impression de devoir choisir toute sa vie et toute sa carrière. Et en plus, ça commence de plus en plus tôt, puisqu'on est en janvier et il va falloir déjà aller sur Parcoursup. Tiens, d'ailleurs, on en parlera de Parcoursup. On va lancer le sondage en début de chronique. L'orientation, est-ce que c'est un sujet de stress pour vous ou est-ce que ça l'a été? Oui, non. Et j'ai une 3e proposition, c'est tout droit. Ah oui, c'est tout droit, genre... les gens qui ont les gens comme ton ami, là. Qui ont une avenue toute tracée où ils savent qu'ils Si vous savez que vous voulez bosser dans les effets spéciaux, c'est tout droit. Après, ça n'empêche pas de stresser. On peut avoir peur d'échouer, etc. Mais au moins, on a une idée de où on veut aller. Toi, c'était un sujet de stress, du coup? Moi, je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais au lycée, et même pas en termes de métier, mais en termes d'études. J'aimais bien étudier, j'étais aussi une très bonne élève, toujours la bonne réponse, toujours les feuilles de révision à donner aux potes. Mais ça veut pas dire que je savais à 16 piges ce que je voulais faire dans la vie. Et au final, en plus, mon métier n'existait même pas. Tu savais ce que tu voulais faire, toi, au lycée? Moi, je voulais être journaliste. Déjà? Ouais, j'ai eu cette chance de savoir très très tôt. Et je t'aurais détesté. Tu t'es orienté très vite, quoi. Tu t'es orienté express. Alors, ce qui est drôle, c'était mon rêve d'enfant, mais à un moment, je l'ai oublié. T'as dit quoi? Rien. Si on l'a. Rien du tout. Il a dit c'était Orient Express. Non, parce qu'en fait, tous les deux, on se partage les blagues un peu de daron. Mais continuez, j'aime bien. Je suis désolé. Et donc, elle était bonne en vrai. Écoute, la prochaine. Et donc, après, j'ai oublié ce rêve d'enfant. Et puis, j'ai eu d'autres rêves. Je voulais devenir haut fonctionnaire. Et heureusement, ça n'a pas marché du tout. J'ai été nul. Et donc, je me suis rattrapé à cette intuition, à ce rêve d'enfant, un peu plus tard. Et finalement, j'avais raison. Comme quoi, les intuitions qu'on a très très tôt, elles sont souvent pas mal en fait. Oui, il y a souvent quand même quelque chose. C'est rare d'aller 100% à l'encontre de ce qu'on voulait faire. Qui va un petit peu vers... Tiens, le sondage est terminé. Ça va totalement dans le sens que tu nous dis, Mimi. Oui, 70% des gens nous ont dit oui, ça a été une source de stress ou c'est une source de stress. Non, 18%. Ah ouais. Bravo et c'est tout droit des gens qui ont su très très tôt ce qu'ils voulaient faire, 12%. Donc 70%, oui. Oui, bien sûr. Donc, évidemment. Ça valide. Toi, c'était stressant aussi, Mathilde. Toi, pour qui c'est tout récent par rapport à nous, moi, nous sommes grabataires. Ça n'est pas fini pour le coup. Mais en tout cas, je pense que l'orientation, en plus, nous, pour le coup, au lycée, on nous le répète beaucoup,
à mon époque, que jamais personne fait un seul métier dans sa vie. Donc il y a ce stress aussi qui descend de on va tester des choses, on peut avoir un métier et se reconvertir après quand on a 40 ans ou que sais-je. Pas comme avant où on rentrait dans une entreprise, on faisait toute sa vie et sa carrière dans la même entreprise. Dans la bonne entreprise familiale. Il y a qui demande en quoi t'es en étude de quoi, Mathilde? Moi, je suis en école de communication actuellement. D'accord. Très bon choix. Et tu vois, dans le chat, il y a des avis un peu différents. Il y a Bandini qui dit « Ce fut un sujet de stress, de cauchemar, de tétanie, de déprime, de dispute. » Mais sinon, ça va, nous dit-il. Oui, mais ça reste un sujet de stress. On va en parler. Il y a aussi les parents, les avis des autres. Moi, je sais que mes parents sont très chill par rapport à ça et veulent juste que je fasse ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est aussi bien. Mais il y en a, leurs parents, vraiment, ils veulent absolument qu'ils fassent médecine ou que sais-je. Donc, c'est vrai que ça peut facilement être une grosse source de stress. Oui, ils les découragent aussi en disant tu vas pas y arriver à cette filière qui est trop dure ou qui est trop loin. Enfin, tu vas pas en être capable. Ou qui est bouché. C'est un discours classique, ça. Qui est pour moi dommage à 16-17 ans de déjà se dire c'est mon rêve, il est foutu, quoi. Sans compter que si tu as la passion, le feu, une filière bouchée, tu vas trouver ta place. Donc le discours de certains adultes, ça part d'un bon sentiment en mode va pas là-dedans, c'est bouché. Oui et non, parce que si vraiment tu veux faire ça, tu vas t'en donner les moyens, quoi. Oui, il n'y a pas de métier qui n'a pas de raison d'exister, finalement. Non, après, effectivement, si tu veux faire astronaute, il n'y en a qu'un, quoi. Donc, il y a Thomas Pesquet, voilà. Mais il y en a d'autres. Et puis donc, à un moment, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres, c'est sûr. Mais tout est faisable. Si tu veux devenir star de cinéma ou de Twitch, tu peux aussi te lancer. Tu peux. Et savoir que non, ça va être compliqué, faites pas ça. Non. T'aimes pas la concurrence? Non, venez pas sur Twitch, il y a déjà suffisamment de gens comme ça. Non, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu racontes, Mimi? Et puis en plus, Twitch, on peut le faire avec un métier à côté. On n'est pas obligé de tout de suite se lancer sur Twitch. Ça dépend. Si on stream toute la nuit, vraiment jusqu'à des heures indues, à l'aube, et qu'ensuite il faut aller travailler. Faut, disons, peut-être avoir un peu de self-control. Tout à fait. Bon, en 2018, il y a une étude qui a été faite sur justement les jeunes et leur retour sur leur orientation. Ouais. Et il y a 43% des jeunes qui n'avaient pas de projet professionnel au moment de faire leurs vœux. Donc clairement, je ne suis pas la seule à ne pas avoir su ce que je voulais faire. Je pensais en entrant au lycée vouloir être réalisatrice. Donc je me suis dit, cool, je vais m'orienter filière cinéma. Au bout de 6 mois, j'ai dit, j'aime pas filmer. Ah zut. Ah, c'est dommage. Et du coup, j'étais vachement plus dans le flou. Alors c'est quoi, à votre avis, qui fait si peur dans l'orientation? L'inconnu, le futur. Au contraire, d'avoir trop de choix. D'avoir trop de possibilités et de finalement pas arriver à se dire moi je veux faire que ça. Ce qu'on dit souvent des facs et des filières générales mais si tu vas en fac de psycho ou en fac littéraire, tu vas juste apprendre des choses mais c'est pas un métier, ce que je pense n'est pas vrai. Parce qu'on peut tout à fait faire un métier avec un background littéraire. Donc, moi je pense que ce qui pourrait être le plus flippant, c'est justement pourquoi pas te projeter dans des études, mais pour faire quel métier finalement? Oui. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais à mon époque, finalement, au lycée, on ne te parlait pas trop de l'après, ni des milieux professionnels, et même pas des études supérieures, en fait. Ouais. L'objectif, c'était le bac, et puis tu te débrouilles, quoi. Oui, et idéalement, moi, en tout cas, j'ai été élevée dans licence, master, doctorat, et pas du tout dans les filières plus professionnalisantes, par exemple, qu'on ne m'a pas présentées. Donc, il y a quand même pas mal de zones d'ombre, je pense, pour plein de gens qui doivent choisir là, dans 5 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute leur vie. C'est chaud, en vrai. Il y a la peur de décevoir ses parents, aussi. En soit faisant un choix qu'ils n'approuvent pas, soit en faisant un choix et après qu'on échoue. Parce qu'il y a bien sûr... Alors, il y a la peur de l'échec qui est double. L'échec premier, c'est d'être refusé, de ne pas être accepté dans les formations qu'on veut. Et puis, il y a la peur de l'échec, c'est-à-dire d'être accepté et d'échouer et de ne pas y arriver. Ce qui, vraiment, là-dessus, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai raté ma première année post-bac. Ma grande sœur a raté sa première année post-bac. Ma petite sœur s'est réorientée après sa première année post-bac. C'est tout à fait normal. Pareil, j'ai raté ma première année post-bac. Moi aussi. C'est même pas raté, t'apprends des choses. Mais c'est comme la première fois. Chercher aussi. Oui, vraiment. Et tout ce que t'apprends, tout ce que tu fais, ça te forge pour plein de choses et tu peux apprendre plein d'acquis en fait. Regardez, on a tous raté notre première année post-bac. Bon, sauf toi parce que t'es en première année post-bac, donc c'est pas fait encore. Voilà. Du bois quand même. Et on présente la meilleure émission sur Twitch, donc on a réussi. Comme quoi. Voilà, c'est ça. Finalement. Et puis, il y a aussi la peur de devenir adulte, parce que souvent, les études, c'est le moment où on quitte le foyer, où on commence à avoir une vie indépendante, et où on passe d'un système très cadré, qui est le lycée, où souvent on vit chez ses parents ou à l'internat et tout, à parfois vivre solo dans une autre ville, et à avoir beaucoup de liberté aussi. Et de devoir se faire la cuisine. Devoir se faire la cuisine, devoir se motiver. Aller à la laverie. Payer son loyer, aller à la laverie. Ah, t'as l'air traumatisé, là. Oui. On est sur du vécu, là. Passer l'aspirateur, même si personne nous crie. Bien sûr. Et tout de suite, tu te rends compte qu'en fait... t'es adulte, t'as plus le choix, quoi. Il y a une espèce de... Tu te prends un mur, quoi, tout de suite, et ça fait le passage à l'âge adulte. Vous vous rappelez de vos premiers plats d'étudiants solo? Oui, c'était des nouilles, des ramen. Nouilles.
Ouais, je me souviens de la première vinaigrette que j'ai faite où j'ai complètement raté le ratio et c'était la pire salade verte que j'ai mangée de ma vie et je l'ai mangée quand même parce que j'étais là. Non, il ne faut pas jeter de la nourriture. Moi, je me souviens des premiers œufs au plat qui étaient totalement ratés. C'était une moitié omelette, moitié œuf au plat. C'était pas très bon. Moi, j'ai un copain qui m'avait donné Maintenant, ça va mieux. un tuyau d'étudiant, mais c'était un tuyau tout pourri. Il m'a dit ça, la cuisine d'étudiant, c'est pas compliqué. Tu prends des spaghettis, tu mets dans ta casserole, tu chauffes, tu attends que l'eau soit complètement évaporée. Terrible. Tu démoules. Non, mais là, ça fait un gâteau de pâtes. Quelle horreur. Tu tranches chaque jour, tu rajoutes du fromage. Mais quelle horreur. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Même pas une. Je pensais que ça allait être les pâtes au ketchup, qui sont déjà quelque chose qui me heurte personnellement. Ah bon, j'adore les pâtes au ketchup. Je m'en suis fait ce midi, tu vois. C'est pas. Franchement, c'est vraiment pas dur de faire une sauce tomate. Je trouve plus savoureuse que le ketchup. En vrai, c'est bon des pâtes au ketchup. Et alors, il y a un autre truc aussi, c'est quand t'as plus de vaisselle. Parce que t'as la flemme de faire la vaisselle. Dans la casserole. Moi, j'ai déjà fait avec mon coloc, on a déjà fait des purées évier. Attends. J'ai pas envie de vous expliquer plus loin. Mais oui, tu fais ta purée directement dans l'évier, puis c'est plus simple, quoi. Tu fais chauffer le lait à la bouilloire, puis après. Waouh. Dans l'évier où tu laves la vaisselle. Dans l'évier où les gens se lavent les mains. Oui, mais d'abord tu laves un peu l'évier. Voilà. Qui a déjà fait des purées évier dans le chat? Levez la main pour un sondage. Alors, pour l'instant, personne. Je vois des Sam Dégoûte, par exemple. Je vois des Quelle horreur. Je vois des Burk. Oui, à quel point t'avais bien nettoyé l'évier avant? Je pense que c'est ça qui te c'est que l'évier, c'est là où tu mets les trucs sales. Je vois des le cracra. Si t'as la flemme de faire la vaisselle, mais t'as quand même assez de trucs pour laver l'évier. Non, mais oui, non, mais t'as une éponge, tu vois. Mais où est la vaisselle sale? Ah non, la vaisselle sale était ailleurs. Ah non, elle est pas débarrassée. Non, elle est dans la baignoire, la vaisselle sale. Tu sais, t'as 18 ans, t'es en coloc, c'est vite le bordel. Les apparts des étudiants au début, notamment les garçons. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs d'être chez des potes. Je pense que tout le monde parle. Oui, les filles aussi. J'ai vu des baignoires remplies de vaisselle. Oui. C'est-à-dire et d'alcool. J'en ai vu tellement de baignoires, tellement de vaisselle dans l'évier, sale que personne ne veut faire parce qu'il y a de la coloc. Et c'est non, c'est pas moi, c'est toi, etc. Que ça finit dans la baignoire qui est remplie de vaisselle sale. J'ai vu des trucs comme ça, quoi. Économie d'eau. Tu te douches, tu fais ta vaisselle, c'est pratique. Tu fais la vaisselle de tes colocs aussi. C'est du vivre ensemble. Non, mais on était sur un. Les parties sur je pense que l'info sur la purée. Le gâteau de pâtes, c'était déjà pas mal, mais tu nous as la purée évier, vous connaissiez pas. Incroyable. Bon, mais on en parlait, un autre truc qui fait peur et auquel je suis contente personnellement d'avoir échappé, c'est Parcoursup. Parce que moi, je suis de la génération juste avant, j'ai eu Admission Post-Bac. J'ai eu ça, moi. La première plateforme où ils ont essayé de faire quelque chose d'assez en ligne et moderne. J'étais la toute première promo Admission Post-Bac. L'outil ne fonctionnait pas de façon très, très fiable. Bon. Et maintenant, il y a Parcoursup. Alors du coup, je me suis renseignée un peu pour savoir c'est quoi la vie de vous, pauvres lycéens et lycéennes, et pas que, puisque c'est aussi pour d'autres types de profils, qui allez bientôt devoir faire vos premiers vœux. Donc, si j'ai bien compris, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde fait ses vœux d'orientation. Oui. Et donc, en moyenne, parce qu'il y avait marqué, genre j'ai été sur le guide Parcoursup et il y avait des trucs très clairs, et après il y avait marqué, il y a aussi 1000 exceptions différentes. Donc, selon les formations, renseignez-vous. Donc, en moyenne, on peut choisir 10 vœux. Les vœux, c'est la formation qu'on vise. Par exemple, la communication. Et 20 sous-vœux, les différents établissements qu'on voudrait intégrer. Donc, je voudrais faire de la communication et j'aimerais en premier telle école, sinon telle licence, etc. On classe tous ces choix par ordre de priorité. Donc déjà, il faut savoir, faut avoir des idées et savoir avec soi-même qu'est-ce qu'on priorise, sachant qu'en plus... Dur, je trouve. Les 20, il faut qu'ils soient classés. C'est pas obligé d'en mettre autant. T'es pas obligé de mettre autant, c'est un maximum. On conseille 10. Du coup, ça oblige à se renseigner un peu. Ça aussi. C'est pas mal, ça. Mais aussi, apparemment, genre ça, c'est la base. Et plusieurs conseils disent que c'est plus simple de choisir une seule formation, que ça donne plus de chances et de sélectionner plein d'écoles, mais dans la même formation, plutôt que de dire, peut-être je vais être boulangère et peut-être je vais faire de la com. Je vais peut-être demander les deux et puis voir celui que j'ai. C'est pas vraiment recommandé. Ok, très bien. Donc on les classe, et puis ensuite il y a un algorithme qui a ces raisons que la raison ignore, qui mouline et qui présente aux recruteurs, donc les gens des universités, des écoles et tout, ce que je trouve un peu bizarre de les appeler des recruteurs, les profils idéaux, et ça fait que parfois on ne sait pas du tout pourquoi on a été retenu, pourquoi on a été pas retenu. C'est critères, je crois. Ils voient pas ils voient pas toutes les candidatures, quoi, déjà. Déjà, ils voient pas forcément toutes les candidatures et l'ordre de priorité. Il y a un premier tri qui est fait par rapport au dossier. Par exemple, si tu as 0 en physique et que tu demandes une prépa maths physique, ils t'enlèvent direct pour pas que... Parce que si, moi, je sais que dans mon lycée, il y avait un BTS, et donc c'était de mes profs qui faisaient les dossiers pour Parcoursup, et ils m'avaient raconté ça, qu'il y avait un nombre de dossiers énorme, donc forcément, il y a un premier tri qui est fait par l'ordinateur, et ensuite, le deuxième tri qui est fait par un humain. Oui, il y a quand même des humains à la fin, il y a mais si le premier tri, t'as mis en bas du panier... C'est pas satisfaisant.
Bah non, c'est pas satisfaisant. Parcoursup n'a pas bonne réputation auprès des élèves, des enseignants et enseignantes, des parents d'élèves, et même des universités, des écoles supérieures. C'est une bonne idée sur le papier, bien sûr. Tout centraliser, permettre à chacun de postuler partout en France, mais dans les faits, ça marche pas très bien. Ça vient pas de l'administration française, ça, par hasard Peut-être, mais il y a des choses qui marchent bien quand même. Parcoursup, c'est pas dingo, et c'est même accusé de renforcer les inégalités sociales, puisque quand on vient, en fait, comme l'algorithme il n'a pas de valeur à lui. C'est un algorithme qui travaille avec les chiffres qu'il a. Et par exemple, quand on vient d'un lycée qui a mauvaise réputation, qui est considéré comme un mauvais lycée, où les gens n'ont pas des bons cours, des bonnes notes, et ben on a peu de chances d'intégrer une bonne université, même si soi-même on a des super notes dans ce lycée. Parce que le lycée est considéré comme moins sexy. Et ça c'est même apparu dans un rapport du Sénat en 2023. Donc c'est pas juste une impression. Donc voilà, Parcoursup, c'est une autre... je pense, grosse partie du stress, en tout cas pour les générations actuelles. Bien sûr, mais après, c'est horrible. Enfin, le truc des lycées, Parcoursup aurait pu gommer un peu ça, mais c'est horrible. Mais en fait, même avant, quand on envoyait les lettres à chaque école, l'école aussi, si elle voyait que tu venais de Louis-le-Grand ou d'un autre lycée, il y avait quand même un tri qui était fait. Mais il y avait un humain qui voyait quand même. C'est ça. Mais après, ce qui est encore pire, c'est, je pense aussi, avec à l'ère d'Internet, on voit aussi, par exemple, il y a un élève de Louis-le-Grand qui va partager sur TikTok ses résultats Parcoursup. Et ça, on va savoir, lui, qu'il a été accepté partout. Et donc, il y a aussi, on a un accès à l'information qui est encore plus grand. Avant, on ne voyait pas. Tu savais pas que l'autre lycée, tu ne savais que dans ton lycée. Donc tu te disais, on est tous dans le même panier, ok. Maintenant, on sait dans tous les lycées comment ça se passe. Donc aussi, je pense que ça accentue ça. Je suis d'accord avec Bandini dans le chat qui dit c'est l'opacité qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes, on ne les connaît pas par définition. Et en fait, c'est de ne pas savoir quels sont vraiment les critères. Voilà. Oui, il y a eu des cas lunaires d'étudiants qui avaient eu bac mention très bien, qui avaient eu des 19 et des 18 toute sa terminale et qui a été pris dans aucune université, par exemple. Et là, c'est peut-être un dysfonctionnement technique, mais peut-être que c'est la plateforme en elle-même. Et c'est aussi avoir... on dirait que je défends Parcoursup, c'est horrible. Mais c'est aussi avoir quel vœu il a fait. Tu vois, parce que aussi, encore une fois, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « Ouais, j'ai eu 18 au bac et j'ai été pris nulle part. » Ok, mais si tu as mis que des super écoles et que des écoles prestigieuses, il fallait peut-être pas que t'aies 18, mais il fallait que t'aies 20. C'est horrible, mais aussi, nous, je sais qu'on nous dit vraiment dans mon lycée de faire des vœux aussi de secours et des vœux qui sont peut-être un peu moins prestigieux pour être sûr d'avoir une porte de sortie. Mais, il y en a qui ne font pas. Pour aller dans ton sens, et là encore, je ne veux pas défendre Parcoursup, mais moi, je viens d'une époque où ça n'existait pas. Il n'y avait même pas APB, il n'y avait même pas le Minitel, parce qu'à une époque, on le verra dans une archive de Lina tout à l'heure, il y avait une histoire avec le Minitel, d'accord ? C'était avant, c'est-à-dire qu'en fait, t'envoyais des pigeons voyageurs, des lettres, et où il fallait faire la queue devant les facs. Des gens à cheval. Et tu faisais pas 15 vœux. Non, tu faisais la queue devant la fac du coin, ou peut-être de 2 facs si tu avais un petit peu de temps, et puis tu priais pour être pas trop dans les premiers dans la queue. Donc il y avait une opacité aussi. Mais tu vois, est-ce que c'est nul parce que c'est nul en soi, ou est-ce que c'est nul parce que c'est pas beaucoup mieux qu'avant ? C'est ça, je pense. Je pense que c'est plutôt ça, parce que ça n'a jamais été formidable en fait. Ça n'a jamais été. En fait, on n'a toujours pas trouvé comment craquer ce mystère des vœux et de le faire bien, quoi. Moi, j'ai tendance à penser que, et dans les autres pays, je me trompe peut-être, mais que Parcoursup est quand même un peu mieux que tout ce qui existait avant. Mais qu'en soi, ça n'est pas au niveau encore optimal et parfait. J'aimerais bien voir comment ça se passe dans les autres pays. Est-ce qu'ils se plaignent aussi du fait que ça bonne question. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai que l'exemple états-unien qu'on voit dans les films et les séries où tu candidates à l'université, il y a beaucoup de stress. 300 000 € l'année, soit tu vas au community college, donc genre l'université publique, mais qui est souvent pas présentée comme ayant très bonne réputation, soit tu es pris dans une université où tu vas t'endetter tout le début de ta vie active. Quelque chose qui va dans ton sens, tu sais, sur les notes, là. Il y a Seiya Ruki qui nous dit « Je suis prof dans une prépa parisienne. Des dossiers qui ont plus de 17 au bac, on en reçoit 1500 par an et il y a 48 places. » Ah bah oui, forcément. Et donc, la personne c'est aussi le piège de devoir postuler. Je comprends pas, j'ai 18 de moyenne partout, j'ai pas été pris. Mais sur les autres pays... Il faut avoir 23 sur 20, quoi. Voilà. J'ai l'exemple de la Corée du Sud, je crois, et même de la Finlande, d'ailleurs. Ils passent un examen qui détermine dans quelle école ils vont aller. C'est-à-dire que leur bac... je sais qu'en Finlande, ils passent, quand ils sont assez jeunes, ils passent un examen qui détermine s'ils vont aller dans un lycée qui est plus professionnel ou plus général, entre guillemets. Mais surtout, la Corée du Sud, ils ont un examen qu'on appelle le Suneng. Et cet examen, il détermine littéralement... il détermine littéralement toute leur vie. C'est ma place, en fait. On échange. Non, elle a dit oui. Oui, bien sûr. C'est le projet, c'est le projet. Ils déterminent toute leur vie et...
ils n'ont pas la possibilité de se réorienter après. C'est-à-dire que si tu te loupes le jour de leur bac, le jour de leur examen, c'est un examen qui est vraiment mystifié dans le pays. Les avions s'arrêtent pour les compréhensions orales. Enfin, vraiment, le pays est à l'arrêt. C'est un jour férié. Oui, parce que c'est tout le pays qui le fait le même jour. C'est un jour férié, en fait. Quelle horreur. T'as un truc où tu peux pas un empêchement, quelque chose. Tu rates là. Et ce jour-là, si tu te rates, toute ta vie, tu pourras jamais aller en fait dans la classe supérieure. C'est-à-dire que ça va déterminer ta classe sociale pour la fin de ta vie. Et c'est le pays où il y a le plus de suicides liés à la pression scolaire. Donc, le Japon je crois que ils doivent se tirer la bourre. Non, c'est fou. Ouais. Non, mais c'est fou, c'est particulièrement fou. Donc, je sais que c'est une des raisons invoquées pour la baisse de natalité qui est dramatique en Corée du Sud. C'est en fait, c'est pas marrant d'être un enfant ado en Corée du Sud parce que la pression qui est mise sur alors qu'en Corée du Nord, la jeunesse. Parce que les parents, c'est fun. ça. Je me désolidarise de ces propos. Fou. T'as pas intérêt à faire une requête sur Valorant trop tard la veille au soir. Oui. Oui, de l'examen. Je ramène tout à Valorant, ça ne va pas du tout. Donc, on fait des vœux Parcoursup. Avant ça, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire, quand même, une idée même vague du domaine dans lequel on voudrait bosser. Et en 2025, c'est pas hyper facile de se projeter dans un avenir qui n'est pas anxiogène. C'est difficile de se dire qu'on va avoir un bon travail, où on est bien traité et correctement payé, et où on a la sécurité de l'emploi, avec un confort de vie similaire à celui de nos parents, puisqu'on fait partie des premières générations qui, a priori, ne vont pas forcément avoir une vie aussi douce que celle de celles et ceux qui nous ont précédés. Et puis... c'est aussi quelque chose qu'on est censé faire 5 jours par semaine jusqu'à notre retraite à 60 ans. Du coup, ça fait... C'était avant, ça. Ouais, 60... Non, on y reviendra. D'ici la retraite, on va annuler. Ah, tu crois ? Bien sûr, bien sûr. On aura annulé, mais on sera reparti plus tard dans l'autre sens. La retraite à 40 ans, moi, je prends. Il n'y a pas de... Je pense qu'on sera plus sur du 80. La retraite à 40 ans, ça veut dire que ça fait 13 ans que je pourrais être en retraite ? Ouais. Ah, dis donc. Valorant toute la journée. Je vote pour moi. Et puis, on l'a dit, on échange avec ses parents, on échange quand on peut avec des pros du secteur, il y a les salons de l'étudiant, les portes ouvertes de différentes universités quand on veut s'y rendre. Et puis, il y a les conseillers d'orientation et conseillères d'orientation, dont je ne veux pas dénigrer le travail. Il y en a sûrement des très bien. Je n'ai pas forcément eu une expérience très productive. Tu as rencontré un ou une ? Ouais, j'ai été voir le conseiller d'orientation de mon lycée, puisque logiquement, je ne savais pas quoi faire. Et en parlant avec un ami, lui adulte, il m'avait parlé du fait qu'il avait fait un DUT communication. J'ai dit, ça a l'air de bien m'aller, c'est en 2 ans. Donc, je ne m'engage pas sur 8 ans alors que je ne suis pas sûre. Let's go. C'est pas loin, c'est professionnalisant et tout. Et donc, j'en ai parlé à mon conseiller d'orientation qui ne savait pas que ça existait, alors qu'il y en avait 2 différents dans 2 villes à 100 km de là où j'ai grandi. C'est embêtant. Il n'était pas à jour. Et est-ce qu'il y a des conseillers d'orientation qui ont déjà conseillé à des enfants de faire conseiller d'orientation ? Est-ce qu'ils sont contents de leur job ? Jamais. Ce serait drôle. Je crois que ça n'est jamais arrivé. J'ai trouvé ce qu'il te faut, c'est conseiller d'orientation. Comment ça se passe de nos jours pour la Gen Z dont tu fais partie, les conseillers d'orientation ? Est-ce qu'ils sont toujours... Alors, je sais qu'il y en avait une dans mon lycée que je n'ai jamais vue, moi. Jamais trouvé. Moi, j'ai jamais vu, mais je sais qu'il y en a où ils avaient dans leur emploi du temps, un rendez-vous avec parce que les profs et tout les ont conseillés. Après, il y a une toute nouvelle chose que j'ai vu passer il y a pas longtemps. C'est des petits jeunes qui ont créé le conseil d'orientation 2.0. Donc, ça s'appelle, j'ai noté ça parce que c'était après. Professionnel. C'est une application qui s'appelle Meoria. Mon orientation avec l'IA. Et donc, c'est des petits jeunes qui ont créé ça. Et l'application est sortie il y a 2 semaines. Et c'est un peu un ChatGPT, Tinder de l'orientation. Donc, on te pose des questions. Est-ce que tu as envie de faire un métier manuel ? Tu swipes, tu passes, etc. Des trucs. Ils m'ont envoyé un mail d'ailleurs. C'est ça. Et comme les trucs pour savoir quelle partie représente le plus tes idées quand tu sais pas trop pour qui. Et donc là, tu as un conseiller d'orientation qui connaît les DUT d'orientation, de communication. Donc, il y a de l'IA aussi. Tu peux poser des questions. Et en fait, ça te crée tout un profil. Donc, quand tu arrives sur l'application, l'application est super ludique. Tu arrives sur l'application Meoria. MEORIA. Bon, Meoria. C'est un petit singe. C'est après, le chat se demande ce que Mathilde entend par petit jeune comme tu as 19 ans. Tu es toi-même 17, 18, 19. Ils ont. Incroyable. Ils sont 3 amis. Je les ai rencontrés, j'en ai rencontré un des 3 à un événement. Il m'a parlé de ça et j'étais bluffée. Il m'avait montré la bêta. La bêta était folle et l'application là vient de sortir. Et ben voilà, petite pub. Mimi, pour conclure, est-ce qu'on doit finalement stresser autant que ça de l'orientation ? On peut lâcher du lest, on peut respirer. Je pense qu'on est
tous et toutes autour de la table déjà des exemples du fait que soit on peut se réorienter, soit rater sa première année, soit peut-être tu prendras une voie tout à fait différente par la suite. Et un élève sur 3 d'ailleurs arrête ses études ou se réoriente à la fin de la première année post-bac. Donc il faut vraiment pas se dire que ce choix-là et que les vœux que vous allez avoir en fin d'année vont définir toute votre vie. Et je crois qu'il y a une statistique assez folle, je l'ai pas la statistique, mais c'est comme plus de 70% des élèves qui passent le bac ne vont pas jusqu'au diplôme de leurs études supérieures. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui arrêtent avant. 70. On en connaît. Oui. Ah oui, après peut-être qu'ils se réorientent. Non, mais juste, ils vont pas. Et on connaît beaucoup de nos amis qui font leurs 3 premières années, qui au final n'ont pas leur diplôme à la fin ou quoi, parce qu'en fait on s'arrête, parce qu'ils sont embauchés avant, parce qu'il y a plein de choses. Et j'ai pas du tout la statistique, donc ne prenez pas ce que je dis pour acquis non plus. Après, mais la 80% des gens qui utilisent les statistiques ne savent pas les statistiques. C'est ça. Mais c'était au-delà de 50%. Et moi, la statistique, quand je l'avais vue, je trouvais ça fou. Je me disais, mais il y a pas tout le monde qui arrête l'école après le bac. Mais en fait, c'est pas qu'ils arrêtent, c'est vraiment qu'ils font 2-3 ans et après ils trouvent un boulot qui. Ils ont trouvé leur voie, donc exactement. Ça montre aussi peut-être que le sacro-saint diplôme est un peu moins reconnu comme ça. Ce sera l'objet d'une autre émission, ça. Oui. Pour conclure, avant la chronique suivante, la parole à Moulbit dans le chat. Alors, on l'embrasse. C'est un viewer et c'est un modérateur, donc je le dis très souvent. Voilà, merci pour le choix de ce pseudo, c'est toujours très gênant pour moi. Je voulais faire vétérinaire, le conseiller d'orientation m'a dirigé vers la vente, j'ai donc fini dans l'informatique. Ah, super. Merci Mimi. Merci. Mais j'aime bien la philosophie de ce que tu nous as raconté. C'est l'heure maintenant de Post-it, c'est l'interview pro. C'est parti. Salut, comment ça va Céline ? Céline, ingénieure chez Engie. Voilà. Et qui a étudié à Polytech Annecy, je dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça, Polytech Annecy-Chambéry. Et donc, tu travailles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Voilà. Et on va en parler de cette région à ce propos, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'un des sponsors de notre émission ce soir avec Renaud. Merci à la région de nous accompagner. Puisqu'on parle aujourd'hui de choix d'orientation, sachez que c'est la première région industrielle de France. Ça, je ne savais pas. Très belle région aussi, d'ailleurs. Un demi-million d'emplois entre ingénieurs et techniciens. Ah ouais. C'est fou. Ouais, c'est la région la plus industrielle. Plein d'ingénieurs là-bas. Ouais. Notamment notre invité. Alors avant de travailler les études, et justement il y a 30 écoles d'ingénieurs en Auvergne-Rhône-Alpes qui permettent d'avoir des opportunités dans plein de secteurs, santé, énergie, microélectronique, bien d'autres. Et justement on reçoit Céline, diplômée de la région, qui a décidé de rester là-bas parce que je crois que Céline n'était pas originaire de la région. Tu t'es plus. Oui. Toi t'étais d'où ? Moi, je suis de Rodez, du coup, dans région Midi-Pyrénées. Mais c'est un peu vers chez toi, la louche. Ouais, alors c'est un peu plus loin, mais en tout cas, on se connaît, les gens du Sud. Le Sud est chez lui, tout le Sud. Les gens du Sud, on se connaît. Ce soir dans le chat. Pour moi, tout ce qui est en dessous de Nantes, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est pas le fais pas à pied, Perpignan-Rodez. Je te conseille pas. Ton métier aujourd'hui, c'est quoi, précisément ? Ingénieur exploitation. Je ne sais pas si ça ne veut pas dire grand-chose pour grand monde. En fait, tu exploites des gens. Non, c'est quoi le... On l'imagine le métier. En fait, c'est un peu un mélange entre ingénieur efficacité énergétique et ingénieur outil méthode. Ouais. Donc, il y a une partie du métier, c'est essayer de réduire les consommations d'énergie d'un site ou d'un process. Et il y en a une autre, c'est aider les équipes qui exploitent le site à mettre en place des outils informatiques, des outils numériques pour leur faciliter le quotidien. Et ton diplôme te prédisposait à travailler un petit peu dans ce secteur ? Il y avait une spécialisation ? En fait, oui, mais j'ai pas pris cette spécialité-là. C'était quoi ta spécialité, toi ? Moi, en fait, un peu oui, parce que j'ai pris la spécialité énergie, environnement, bâtiment. Ouais. Donc, ah oui, quand même. Voilà. Donc en fait, j'ai pris une surspécialité dans l'environnement et l'énergie. Ouais. Donc pas du tout dans le bâtiment. D'accord. Okay. Et j'ai quand même décidé de partir un peu là-dedans parce que j'avais jamais exploré le milieu. Et ton parcours qui t'a amené là, alors, avant l'école d'ingénieur, donc lycée, série scientifique, je suppose ? Oui, un bac S, SVT. Classe préparatoire ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Et donc l'école, c'est ? Polytech Annecy-Chambéry en filière EBE, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois qu'ils ont découpé la filière en deux. Il y a une partie plus bâtiment et une autre partie plus énergie. Donc c'est concours après la classe préparatoire, c'est ça ? C'est ça. Félicitations. Merci. Les années de prépa en général, c'est un peu... Ouais, c'est le plus dur. C'est dur. Après, l'école d'ingénieur paraît assez simple. Oui, voilà. En soi, elle n'est pas si simple que ça, mais par rapport à la prépa, elle paraît... Donc déjà, félicitations pour ça. Et alors, on parlait avec Mimi des jeunes qui ont une espèce de vocation, qui très tôt savent ce qu'ils veulent faire, et puis chez certains, la plupart d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard. Toi, à quel moment C'était pas vraiment une vocation. J'ai eu la chance de croiser j'avais une professeure de physique qui m'a dit « Mais Céline, tu as largement les capacités d'aller en classe préparatoire. Trop bien. Fonce. » Et je me suis dit pourquoi pas. Je n'avais pas forcément d'idée, j'étais bonne à peu près partout. Et j'aimais bien les sciences. Oui, la matière te plaisait, quoi. Aussi, oui, j'aimais bien la physique aussi. Et je me suis dit, on y va, on tente.
Et puis ça m'a bien plu. Et c'était une prof de physique? Oui, une prof de physique. Alors ce que je trouve formidable, c'est que souvent, on dit que les filles sont très fortes en maths et en sciences au lycée, mais qu'en fait, pour plein de raisons dues à notre société et à nos schémas, en fait, la société n'est pas organisée pour les pousser dans cette voie. Ouais, c'est bien dommage, et c'est bien qu'une prof, à un moment, toi, te dise, en fait, toi, tu as les capacités justement de faire une école d'ingénieur. Oui. Après, je pense que j'aurais continué dans les sciences. Quand même. Mais j'hésitais un petit peu et on m'a dit, mais en fait... si tu fais pas de sciences au début, tu auras du mal à changer. Ça, c'était leur vision à eux. Et ils pensaient que faire une filière plus littéraire, c'était compliqué pour après rebasculer dans les sciences. Donc je me suis dit, c'est vrai que les sciences, ça me plaît. J'y vais d'abord et si ça me plaît pas, je change Oui, au après. pire, voilà, t'es parti en te disant, de toute façon, j'ai le droit à l'erreur, Oui, je peux changer si ça me plaît pas. Oui. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir justement sur un truc. Ça permet aussi de relâcher un peu la pression, comme tu disais, Mimi. Et du coup, est-ce que tu étais la schtroumpfette parmi des élèves Oui, garçons? c'est ça, Non. Il y avait beaucoup d'autres garçons en classe filles dans ta prépa? filière? En classe prépa, oui. Voilà, c'est encore un univers plus masculin. Oui. Ça change peut-être doucement? Je sais pas, j'ai pas eu d'écho. Mais c'est assez masculin. Mais c'est assez masculin. Mes amis qui sont actuellement en première et deuxième année, c'est ça, hein. C'est toujours pareil. C'est très masculin, ça reste très masculin. Après, j'étais quand même dans une petite classe préparatoire. D'accord. Donc il y avait quand même pas mal de filles. On n'était pas moitié-moitié, mais j'étais pas la schtroumpfette. J'étais pas la schtroumpfette. Il y avait deux schtroumpfettes. Non, Waouh, on était quand même une quinzaine, je pense, donc ça une quinzaine de fait schtroumpfettes, plaisir. c'est pas Et l'école, pareil, le même rapport avec plus de garçons que de filles ou pas? Oui, un peu. Toujours. Mais par contre, l'école le poussait un peu pour qu'on ait plus. Enfin, quand ils ouvraient pas mal aux filles aussi. Ah, c'est cool. Donc, Tu vois, il y a des témoignages dans le chat. Voilà, quelqu'un qui est actuellement, qui a été en classe préparatoire, 6 filles pour 80 mecs à l'époque. Ouais. Voilà. Ah, Et donc alors que les filles au lycée ont souvent d'excellents résultats en maths, dans les matières scientifiques, et elles sont pas forcément poussées par. Alors ça peut être l'entourage d'abord. Quand l'entourage ne donne pas confiance ou n'y pense pas ou n'en parle pas, quand les profs eux-mêmes ne font pas ce que ta prof a fait, comment le jeune peut-il avoir suffisamment confiance en lui pour emprunter cette voie qui est un peu une voie d'excellence, quoi? Ouais. C'est toute la question. C'est une question difficile. Ouais. Est-ce que ça t'intimidait du coup le côté polytechnique, genre le nom? C'est pas polytechnique, c'est une petite école, c'est Polytech. Polytech, en fait, il y a plusieurs écoles d'ingénieurs polytechniques, elle est sur Paris. Ok. Et moi, j'étais sur Chambéry. D'accord, ok. Parce que pour moi, ingénieur, c'est genre... Alors, c'est peut-être parce que je suis un profil plutôt littéraire, mais c'est quelque chose qui me paraît complexe, inatteignable, des métiers que personne comprend, et où en plus il y a peu... Oui, voilà. Oui, et où en plus il y a peu de femmes. On aurait pu bosser autant qu'on aurait voulu. On n'aurait pas fait ça. Je pense que la prépa m'aurait achevé. Avant que j'achève la prépa. C'est le rythme déjà de la prépa. Ouais. Puis même, je pense qu'il faut il y a une aptitude d'esprit. Oui, ça demande une aptitude d'esprit, effectivement, ingénieur. Mais après, tout se travaille. C'est pas parce qu'on l'a pas qu'on peut pas le travailler non plus. C'est ça aussi qui est bien. Ouais, mais après, le niveau est tel que je pense qu'il faut avoir une appétence. Moi, je sais que... Il faut avoir une appétence pour. Tu vois, en physique, moi, j'ai fait une série scientifique, mais parce qu'à l'époque, quand tu avais un bon niveau général, tu faisais une série scientifique, même si tu ne comprenais rien. Ouais. Et moi, en physique, j'étais comme une poule devant l'œuf. Je ne comprenais pas un traître mot de ce qui se passait, quoi. Même en maths, quoi. Donc, je pense que... Et t'as eu ton bac quand même, alors oui, j'ai eu 6 en physique. Ok. 8 en maths. Qu'est-ce qui t'a sauvé, toi? 8 en bio, avec les coefs que vous imaginez. Mais comment t'as eu ton bac? Et j'ai eu un bac avec mention. Avec la philo, le français, l'histoire. Oui, donc tu as dû faire un bac littéraire. Oui, mais en gros. Oui, mais c'est cette idée de si tu fais sciences, tu peux tout faire après, qui ressemble un peu à ce qu'on t'a dit il faut commencer par les sciences et au pire après tu te réorientes. Moi, on m'avait dit aussi, j'ai dû insister pour faire un bac L parce que j'avais pas des mauvaises notes en sciences, mais par contre, j'avais pas l'appétence. Je voyais bien que ce qui me plaisait, c'était la littérature, les langues et tout, mais c'était vu comme un sous-bac par rapport au bac S. J'ai eu le même truc et mes parents m'ont pas laissé aller en L. Oh non. Le grand classique. Ouais. Et peut-être parce que tu es un garçon aussi. Région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, mais c'est pas ta région d'origine donc. Non. Et alors, et pourquoi cette région? Au tout départ, je connaissais pas la région et je me suis dit l'école, elle présente ce que j'aimerais faire. Donc plus le côté énergie, décarbonation. C'est plutôt l'école. Ouais, au tout départ, parce que je connaissais pas du tout. J'allais pas skier dans cette région-là non plus, donc. Il n'y avait rien qui m'y attirait. Et aujourd'hui, j'y suis restée parce que j'ai trouvé des amis. La région, elle est super. Et comme vous le disiez au début, il y a un énorme bassin d'emploi. Il y a énormément d'industriels, il y a des centres de recherche, il y a des petites entreprises, des startups. Et il y a largement de quoi faire, de quoi s'améuser dans la région. Donc au niveau emploi, c'est cool. Ouais. Même géographiquement, c'est hyper central. Qui connaît un peu la région Moi, j'ai grandi à Valence, dans la Drôme, et étudié à Grenoble et Lyon. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est dans les veines. Ouais, jolie ville, Valence. Très jolie. Ouais, très jolie, ouais. Donc, Grenoble, j'ai moins aimé. Oui. Et puis Grenoble, sympa.
Non, j'ai moins aimé. Je connais pas Grenoble. Grenoble, c'est au pied de plein de stations de ski. C'est très beau aussi. Quand t'aimes pas les sports d'hiver. Désolé les Grenoblois, mais moi je suis pas fan non plus de Grenoble. C'est une jolie ville pourtant, non? C'est beau parce que tu vois les montagnes partout. Toi, t'es fait où? À Chambéry. Par contre, Annecy, très joli. Annecy, j'aurais préféré Chambéry, Annecy, je pense à Grenoble. Annecy, c'est dans la région. Annecy, attends. Oui, parce qu'après c'est la Suisse, donc il n'y a pas de région entre. Attendez, Annecy c'est en France, on est d'accord. Non mais Annecy, super ville. Annecy pour moi la plus belle ville de France. Oui, Annecy très jolie. Donc a priori, tu vas plutôt rester là à court terme. Et en plus la région est super belle. Il y a plein d'activités à faire. Si vous n'aimez pas le ski, il y a quand même plein de choses à faire. J'ai habité la région. À Chambéry? J'ai habité à Montélimar. Oh, Nougatville. Oh là là. Pas trop loin de Valence. Et j'ai profité de cette année. À l'époque, c'était ma première année de journaliste. J'étais dans une radio locale là-bas. Radio Montélimar. Je crois que ça s'appelait comme ça. Évidemment que ça s'appelle comme ça. Mais radio et le nom de la ville. Dès que la saison froide arrivait, tous les week-ends, on prenait la voiture et on allait dans toutes les stations de ski de la région, sud, nord. C'était incroyable. C'était top. J'avais acheté mes skis, j'étais trop fier et tout. Et je reviens pour terminer au débouché. Aujourd'hui, pour les plus jeunes qui nous regardent, quand on sort d'une école d'ingé, a priori, les débouchés, c'est OK? Oui, c'est ça. Pas de souci. En fait, vous avez deux choix. Soit vous continuez vos études parce que vous adorez ça et finalement vous faites un master spécialisé n'importe management si vous aimez bien, ou faire un doctorat, c'est un peu comme vous voulez. Et puis il y a aussi l'option, si on a trouvé un stage qui nous plaît, souvent l'entreprise propose de rester dans l'entreprise. Si on fait une alternance, c'est un peu la même chose. Et puis même si on veut pas rester dans l'entreprise où on était, il y a des tas d'opportunités possibles. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, et puis en plus, c'est hyper large, c'est ça qui est bien. Être ingénieur ou faire une école d'ingénieur, ça ouvre énormément de portes parce que les gens pensent que ingénieur, c'est un métier, être ingénieur. Mais en fait, il y a énormément de domaines, énormément d'applications. Donc en fait, on peut faire plein de choses derrière et trouver sa voie, quoi. Et même si on s'est trompé de spécialité, j'ai des collègues qui avaient fait ingénieur en aéronautique. Ils se sont dit, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Ils ont pu changer de voie. Et aujourd'hui, elles sont parties dans l'énergie. Oui, j'allais te demander si finalement, dans 5, 10, 15 ans, t'es là, bon, l'énergie, j'ai envie de changer un peu. Est-ce qu'il y a des passerelles, des mises à niveau pour... T'es pas même sans mise à niveau, en fait, il y a plein de compétences qui sont un peu les mêmes, si c'est un peu les mêmes types de métiers. Donc, les employeurs, ils sont plutôt OK. Bien sûr. Typiquement, si tu fais de l'électricité aéronautique, tu peux très bien faire de l'électricité en énergie renouvelable, ou tu vois, ce genre de truc. En fait, je ne sais pas, j'ai un bac littéraire. Peut-être que c'est deux électricités différentes. C'est des passerelles. On voit que tu aimes ce que tu fais, que tu as trouvé ta voie. Donc, tu fais partie de ceux qu'on trouvait en voie. Bravo. Peut-être qu'un jour, tu vas te réinventer et avoir d'autres envies aussi. Et que tu vas te retrouver créatrice de contenu. Peut-être que ce live... Arrête d'essayer de faire venir tout le monde sur Twitch. C'est mignon. Je suis en MPSI, donc ça, c'est les classes préparatoires. C'est ça. Et je ne sais pas ce que je veux faire comme domaine. Justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des écoles d'ingénieurs très généralistes qui permettent en fait, de garder le champ des possibles très ouvert très très tard. Sa voie. Ça, c'est incroyable, ça. En tout cas, sa première. En vrai, la formation nous forme à être élastique dans nos compétences, me dit quelqu'un dans le chat à l'instant. C'est un ingénieur en caoutchouc. Merci d'avoir témoigné. C'était ton premier stream? Oui, tout t'as été impeccable. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Bienvenue. Et maintenant, on va faire une petite pause. Ah, la pause café. Une petite pause. C'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Mais c'est un peu un rêve, ça, je trouve, tu vois, un parcours comme ça, à un moment... t'es au lycée, un prof te dit tiens, moi je pense que tu vas être bien là-dedans. Et bim. Voilà, tu trouves ton secteur. C'est génial, en vrai. C'est un peu le cercle des poètes disparus, mais en moins triste. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi je persiste à penser, même certains ne sont pas d'accord, qu'il y a une forme de. Alors la vieille expression de Daron, de boss des maths. Qui fait qu'il y a une tournure d'esprit qui fait qu'on est plus ou moins apte à maîtriser l'abstraction. Oui, mais ça se travaille dans le sens. Moi, j'ai bossé les maths. Tu vas démoraliser des milliers de personnes. Tu crois? Moi, je pense que rien, moi. Autant sur ça te plaisait pas. Si tu fais ES, sur les anciennes filières, tu fais ES ou L parce que maintenant c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Tu sais quel métier. Ça a encore changé de nom? Il y a plus L, ES et. Alors les gars, vous êtes un peu en retard là. Là, vous êtes un peu. Ils ont mis quoi maintenant, des couleurs? Alors ça fait vraiment 3 ans que c'est comme ça. C'est vrai? Oui. Maintenant, c'est à la carte, c'est-à-dire qu'on choisit. Ça fait plus de 3 ans, ça fait. Depuis avant Covid. À la carte? Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai pu choisir maths, physique et SES. Ah oui, c'est des trucs. Mais si je voulais, je pouvais choisir cinéma, histoire géopo et. Tu remarques que ça recrée les anciennes filières un petit peu, c'est pas faux? Ça crée un petit peu, mais ce qui est bien, c'est que ça dépend. Par exemple, moi j'ai pas été obligée de prendre maths, physique, SVT.
Parce que j'aimais pas trop les moi j'adorais la bio, SES à la maths, ça allait, mais là, parce que j'aimais bien. Ah, moi j'aurais bien aimé ça du coup, parce que moi, tu peux effectivement enlever les maths carrément si t'as pas envie. Tu peux enlever les maths, ça. T'as pas des obligations. Il y en a aucune où c'est obligé. Rien n'est obligé, les choses sont conseillées. Enfin, il y avait une possibilité de ne pas faire de maths du tout. Ils les ont remis cette année. Et finalement, ils les ont remis depuis l'année dernière. que c'était un peu compliqué. Parce qu'il y en a assez basique comme compétence. Mais donc, juste, ils ont mis, il y a 1h30 de maths, je crois, ou 2 heures, qui sont pas du niveau maths P. Mais donc voilà. Et je t'ai coupé sur la filière. On était en pleine pause café là, les gars. Ah oui, on va en pause café. La pause café, c'est notre partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, cette énorme mémoire de l'audiovisuel français que le monde entier nous envie, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Donc merci l'INA. Et là, on a une petite séquence de 1987. On voit les réactions des jeunes de l'époque qui sortent du bac et qui doivent s'inscrire en études supérieures. Vous allez voir, là on dit aujourd'hui Parcoursup c'est l'enfer. Regardez à l'époque. La course à l'inscription dans les universités parisiennes, les premiers arrivés sont les premiers servis. Un bachelier sur 2 va en fac, a priori il y a de la place pour tout le monde, mais certaines filières sont plus cotées que d'autres. Résultat, on attend. 1 heure ici en histoire à la Sorbonne et pas d'énervement. C'est très simple, il suffit de passer de prendre sa collante et de repartir. Et puis il y a les déçus des files d'attente, ceux qui manquent de courage et qui choisissent leur fac d'après la longueur du temps qu'il faut pour s'y inscrire. On est passé ce matin à Nanterre vers 10h, je crois que c'est les docs de droit, des docs de droit et de langue, des trucs comme ça, il y a déjà des queues de 400 personnes. Alors on n'a pas fait venir s'inscrire ici, en médecine. Nouveauté cette année, le service télématique Ravel mis en place par les universités, le Minitel contre les files d'attente. Les élèves ont choisi fin mai 10 filières par ordre de préférence. Les universités les ont convoquées ou renseignées. Orientation sélective pour le rectorat. Normalement, Ravel ne devait pas servir à s'inscrire. Donc s'il n'avait pas eu sa moyenne, eh bien, ayant fait un deuxième choix à Assas, nous n'étions pas pris étant donné que les inscriptions sont closes avant les résultats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont inscrits avant même d'avoir leurs résultats du bac. Absolument, mais ça, c'était pas prévu au programme. On avait fait une enquête Minitel, Ravel, et il n'était pas question de préinscription dessus. Donc on a été un peu floués. Consolation pour les déçus du Minitel ou les recalés qui passeront le rattrapage. Les statistiques sont formelles. En bout de course, 9 bacheliers sur 10 trouvent une place dans la filière de leur choix. J'ai des commentaires géniaux dans le chat, j'ai le Pog Gamer. Les jeunes d'hier semblent quand même très vieux. Hein. Oui, t'as vu, ça, c'est toujours le truc. Quand tu regardes, ils ont 18 ans, ils en font 32. Oh, franchement, le petit jeune là, qui s'est inscrit à Nanterre, j'étais là. Il a vraiment la tête. Et l'autre qui a fait droit et puis finalement médecine. Le gars qui dit je suis allé m'inscrire en droit, il y avait trop de monde, je me suis inscrit en médecine. Oui. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu, tu vois. Ah bah là, aujourd'hui, rien à voir finalement, tu vois, il est sur un truc. Alors il vaut mieux, si c'était pas sa vocation médecine, vaut mieux s'en rendre compte et se réorienter que faire le pire médecin, je pense. Mais ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, moi c'est mon discours aujourd'hui, mais alors je comprends bien qu'on estime que le système d'aujourd'hui il n'est pas optimal. Comment il s'appelle le système des jeunes aujourd'hui? Parcoursup, merci beaucoup. Mais à l'époque c'était tu faisais la queue, tu allais du coup pas très très loin de chez toi. Oui. Voilà. Oui, c'est clair que la mobilité géographique. Tu pouvais pas t'inscrire à Paris quoi. Si t'étais dans le sud de la France. Si t'étais un très bon marcheur, oui, tu vois. Ouais, mais c'était galère. Et puis en fait c'était encore plus opaque finalement parce que c'est plus ou moins le gars qui te dit je suis allé à Nanterre, il y avait trop de monde, finalement je me suis inscrit en médecine parce qu'il y avait moins la queue quoi. Rien ne dit qu'il y avait trop de monde, c'est-à-dire ça aurait été plein, c'est qu'ils voulaient pas attendre. J'ai aussi l'impression dans le reportage, on n'a pas l'impression qu'il y a la peur de pas être pris, de pas avoir accès à part le jeune du coup qui s'est fait flouer par le Minitel. Oui, celui-là. Mais les autres ont l'air je vais m'inscrire, c'est une formalité. Parlons-en parce que les gens qui dénoncent Parcoursup, à l'époque tu faisais un vœu sur Minitel et tu mettais 2 ans à attendre la réponse parce que c'était très long. Les lignes. Moi j'ai eu mon résultat du brevet sur Minitel. Waouh, je suis jalouse. Moi aussi je crois. Non, ça m'étonne pas. J'ai eu un truc sur Minitel. Moi, je crois que j'ai eu le résultat du bac sur Minitel. Ouais, c'est possible, bien sûr. T'as vu, c'est chaud. Moi, j'ai pas passé le brevet, c'était Covid. Oh là là. Pas ton brevet. Nul. C'était contrôle continu. Si, je l'ai quand même. Et est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être la plus vieille tantine du monde en demandant ça? C'est quoi? Est-ce que vous allez encore voir les résultats du bac physiquement? C'est vrai. Devant les grilles. C'est trop bien. Alors déjà, il y a un truc qui est vraiment bien. On a de plus, c'est la seule chose qu'on peut nous jalouser, c'est qu'on a nos copies scannées avec les appréciations. Ah bon? Ah, trop bien ça. C'est-à-dire que là, j'ai accès à toutes mes copies. J'ai toutes mes copies sur mon téléphone, par exemple. Alors pour le bac de français, c'était sur une plateforme qui s'appelle Cyclades. Donc tout le monde se connecte, le site n'est pas très bon, donc il crache à chaque fois parce qu'il ne supporte pas assez de monde. Et sinon, résultat du bac, je sais que moi, par exemple, c'était affiché dans mon lycée.
Le fait est qu'on a découvert nos résultats quand même sur notre téléphone, mais après, nous, on s'est tous rejoints au lycée pour avoir quand même l'ambiance. Mais on est tous quand même à regretter, en fait, ce truc-là de ne pas aller... Tu vas pas être allé. Il y en a certains qui ont fait ton nom. Bien sûr, j'ai adoré faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu vas, t'es tout stressé. Nous, on n'était même pas une trentaine au lycée, quoi. Tes potes, coup de fil. Une pote qui n'a pas eu son bac, qui est en train de se prendre un savon. Il y en a toujours un ou une qui pleure dans un coin. Nous, on n'était même pas une trentaine dans le lycée, à regarder les résultats. On devait être 30, c'est ça, devant les résultats, à juste regarder si on était admis ou non, mais il y en avait très peu. C'est dommage. En tout cas, ça rappelle des souvenirs dans le chat aux plus vieux. Oui. J'ai un petit jeu pour vous. Ouais. C'est quoi? Vraie ou fausse étude de star? Bien. Pas mal, non? On commence? Oui, moi je suis chaud. Est-ce que Nathalie Portman a étudié la psychologie à Harvard? Oui. Elle pourrait, oui. Oui. Je sais qu'elle est super smart, j'aurais dit elle, mais eh bien, c'est oui. Yes. Ouais, voilà. Nathalie Portman, elle est incroyable. Du coup, moi, je me suis reproché sur son. En fait, parallèlement à ses premiers grands rôles, notamment Star Wars, en fait, elle était à Harvard. Elle allait, voilà. C'est fou ça. Je crois même qu'elle a un moment, on lui a proposé un grand rôle, l'un des Star Wars notamment. Elle a dit là, je peux pas parce que je suis en cours. Et donc, du coup, elle a tourné de l'été, du coup. C'est cool ça. Pendant les vacances. Voilà. Et elle est diplômée, quoi. Donc elle a été. Alors Nathalie, t'as fait quoi pendant les vacances? J'ai tourné Star Wars. J'ai tourné Star Wars et toi. La classe. Donc vous aviez raison. MrBeast, vous voyez le grand youtubeur américain, a étudié la stratégie financière. Non, je suis sûr que non. Ah, c'est unanime, c'est non. Ouais. Non, je suis sûr que non, il a rien étudié. Pour moi, il allait direct sur. Ou alors la com, il a fait de la com. Non, vous avez raison. Non. Bah oui, non, mais il y a rien de grave avec la com. C'est pas très sympa si tu viens de dire bon, non, à mon avis, il a pas fait d'études ou alors il a fait de la com. Oui, parce que non, dans le sens où c'est super parce qu'aujourd'hui, il domine son truc et je pense qu'il a tué. Communication. La com. Moi, j'ai une licence de communication. Non, mais j'ai fait communication exprès pour pouvoir continuer les projets à côté. Donc je te donne exactement devenir la MrBeast de la vision. Parce qu'il est très fort en com, donc il a dû faire. Il n'a pas fait d'études. Non, il a pas fait d'études. Il a commencé l'université, mais il n'est pas resté. Il a préféré se concentrer sur YouTube. Il a gagné déjà des millions de dollars la première année. Il a fait bon, c'est bon. Je pense que ses parents l'embêtent plus trop avec son diplôme. Ah non, c'est sûr. On me dit dans le chat que Amixem a fait de la com aussi. Oui, Amixem, il a fait. Non, mais il a fait Amixem, il a fait même plus. Il a fait un truc de management ou je sais pas quoi. Mais il a fait des études aussi là-dessus, ouais. Donc pour l'instant, vous avez tout bon. Rowan Atkinson, c'est Mr Bean. Oui. Mr Bean, le. Waouh. Serait ingénieur en électronique. Oui. Oui. Mais comment ça se fait que vous avez toutes les bonnes réponses? Parce que moi, c'est connu, c'est connu. Ouais, il est ingénieur, le gars. Oui, c'est connu qu'il était ingénieur. Alors, le grand humoriste, qui a une carrière incroyable, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, parce qu'à chaque fois, je me penche sur les bios pour essayer de bien comprendre le pourquoi. Et en fait, lui, le personnage de Mr Bean, il l'a inventé en pensant à... Comment s'appelait le français qui faisait au cinéma, là, tu sais... les films où il n'y avait pas de dialogue. Je sais bien pourquoi tu dis aussi, en France, parce que je te regarde. Tu sais, à moi. Tu sais, il y avait Monsieur Hulot, les vacances de Monsieur Hulot. Ah oui, Jacques Tati. Oui, Tati, c'est le réalisateur. Voilà, du personnage de Monsieur Hulot. Monsieur Hulot, qui l'a inspiré. Ok. Pour l'instant, personne n'a la ref dans le chat, c'est fou. En fait, il y a très peu d'épisodes de Mr Bean par rapport à l'idée qu'on en a en tête. Dans ma tête, c'est comme ça passait tout le temps. C'était genre comme Columbo, il doit y avoir 1000 saisons, mais non. Moi, je ne connais que les films. Oui, c'est une série à la base. Arrête de nous rappeler que tu as 50 ans. Oui, moi, je connais les films. Marre, la fin de ces jeunes. Une autre question. Pour l'instant, vous avez 3 sur 3. Oui. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, a un doctorat en chimie quantique. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, moi je dirais oui. Mais j'ai envie de... Attends, tu sais quoi, là c'est un piège. Chimie quantique. En fait, c'est pas en chimie quantique, mais c'est en physique, machin, voilà. Ça va être ça. Moi, chimie quantique, je crois pas que ça existe. Donc... Je dirais non, mais c'est peut-être juste parce que... La chimie quantique? T'es bien littéraire. La physique quantique, oui. L'informatique quantique, non, oui. Après, ce qu'on va faire les scientifiques. Ne me demande pas, moi, je n'en sais rien. Ben non, normalement. Mais il faut faire revenir l'ingénieur. Elle a un doctorat chimie quantique. En chimie quantique. Oh là là. Voilà. C'est quoi? C'est de la chimie impossible. Aucune idée, moi. De toute façon, j'ai lâché l'affaire là-dessus. Ok. Très longtemps que j'essaie. Très bien, la chimie quantique. Non, c'est très très petit. T'as vu Ant-Man? Ouais. Bah, c'est Ant-Man. T'es dans Ant-Man. Par contre, je savais que c'était une tête qu'elle avait super brillante dans ses études. Mais en fait, bah non, c'est de la chimie. Bah, bravo, Angela. Johnson. Oui, on l'embrasse. Tout à fait. L'ancien. L'ancien quoi? Vous avez pris la meilleure photo? Oui. Très drôle cette photo. C'est quoi cette photo? Il avait des la meilleure photo. C'était pas sa meilleure période. Donc vous voyez là un peu le gars. Tout à fait. The Rock, tout ça. A étudié la criminologie. Dwayne The Rock Johnson en criminologie. Ouais. Donc en fac, moi je dis non. Moi je dis non. Parce qu'en plus il me semble que c'est son père qui était déjà lutteur et qu'il a pas mal né là-dedans. Donc je suis pas sûre. Non, je dirais non. Allez, on dit non.
Donc c'est la première fois que vous validez pas la proposition. Et pourtant, si. Ouais. Comédien, ancien catcheur, a toujours... Attends, s'il a fait 2 jours, ça compte pas. Hein. Attends, j'ai l'info. Il a toujours rêvé de travailler à la CIA. Et donc, il a étudié la criminologie à l'université, vraiment. Mais après, le problème, c'est qu'il a été signé dans une équipe de football américain. Et donc, il a un peu... Voilà, 2 jours plus tard. Non, mais ça compte pas. Oui, du coup, il est rentré en fac de criminologie. Il est devenu athlète star, rémunéré pour ça. On me dit dans l'oreillette qu'il a même un diplôme et tout. Ouais. Oui, non. Il y allait. D'ailleurs, petit fun fact, mais quand j'ai... Ça me fait penser aux 2 jours, mais j'ai travaillé dans un magasin de vêtements pendant 1 jour. J'ai démissionné au bout du 1er jour. C'est vrai ? Oui. Des vêtements comment ? J'ai fait ça. Quel type de vêtements c'était du prêt-à-porter. Féminin ou masculin ? Les deux, c'est Zara, on peut le dire. Hein, y a pas de, voilà. Et j'ai démissionné jour 1. C'était un enfer. Je suis arrivé, job étudiant. Enfin, même pas, j'avais fini mes études. Mais bref, j'ai fait ce truc-là. Et un jour, 24 heures. J'ai fait un jour. Donc ça, je le mets pas dans mon CV, tu vois. Je travaille chez Zara. Je pas parce que Zara est le sponsor de notre prochaine émission. Ah t'imagines ? Après, c'est aussi, rappelons à la clientèle d'être sympa. Surtout là, je crois que c'est les soldes qui commencent avec les vendeurs et les vendeuses et les caissiers et les caissières. Soyez gentils avec les gens qui travaillent dans les commerces. Les gars, par exemple, ils sont debout toute la journée. Avec la musique en boucle. Voilà, les boutiques dans les centres commerciaux avec le bruit. La musique. Et tu finis une pile et il y a quelqu'un qui arrive et te l'enlève. Voilà, soyez un peu aimable, un bonjour, un merci, ça mange pas de pain, franchement. Et c'est des métiers super durs. C'est très dur. Alors ça, Mimi, 1000 fois raison. Dua Lipa, la chanteuse. Comment elle va ? Elle va très très bien. Tant mieux. Longtemps que je l'ai pas vue. Ouais, elle m'a envoyé un SMS tout à l'heure. Un diplôme en sciences électroniques. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Tout est possible, visiblement. Parce que sinon, quoi ? Si on dit non, c'est quoi ? Ah bah non, Dua Lipa. Vous dites ça parce que c'est une femme. Voilà, moi je crois en Dua Lipa et je pense qu'elle l'a. Disons oui. Eh bien, vous avez complètement tort. Elle a étudié la comédie dans une école de théâtre à Londres. C'était un piège. C'était ça se tient. C'est un piège. C'est beaucoup plus logique. Voilà. Oh, c'est mignon. Il y a Bandini qui nous dit Dua Lipa, elle est diplômée en reine du monde, un point C. Ah, oh là là. C'est vrai. Une dernière. Vianney, le chanteur, est diplômé en stylisme. Non, vu comme il s'habille, non. Je n'osais pas le dire, j'étais en train de me dire, on a dit non très vite, c'est pas très parce que le gars, il a des vieux chandails. Non. C'est vrai, ça peut être ça rigole dans le chat. C'est mort. Eh bien, il a étudié le stylisme. Oh, mais un jour, lui aussi, il a fait comme moi. À l'École supérieure des arts et techniques de la mode, dans le 9e arrondissement de Paris. Ah ouais, en plus, je suis allé vérifier. Ah bon ? En fait, c'est drôle parce qu'il a... On me dit même pourquoi il s'habille comme ça, alors ? Il paraît même qu'il a sa marque de vêtements, me dit. Oui, ça c'est vrai. Ouais. N'offrez jamais à Ludo un vêtement Vianney parce que... mais en vrai, c'est vrai qu'en plus, je sais pas, il était intéressé par plein de choses. Il a un parcours vachement intéressant. Et à un moment, il s'est retrouvé à faire des études de stylisme. C'est la dimension artistique qui l'intéressait. C'est vrai. Pourquoi il s'habille pas très très bien, Vianney ? Non, il s'habille on a des photos de Vianney. Très bourgeois du 16e, quoi. Tu vois, il est un peu. Oui, voilà. En tout cas, il crie pas quelqu'un qui est passionné de mode, de stylisme. Tu vois, qui porte des vêtements de créateurs et tout. Effectivement, c'est pas le premier gars que je pense en tant que styliste. Il y a un message d'un certain Vianney dans le chat qui dit je vous emmerde. Bonjour. Il a une dégaine à s'habiller à Célio. Mais il a de talent. Et alors, c'est très bien, Célio. Oui. Moi, les fringues basiques, moi, c'est comme ça que je m'habille, moi. Mais tu as raison. T'as pas fait d'école de stylisme. Voilà. C'est quelle marque qui a un slogan ? C'est peut-être Célio ou une marque comme ça. Venez comme vous êtes, c'est McDo. Mais un peu comme ça, un mode. Non, mais c'est Célio. C'est Célio, oui, c'est sûr. Ils ont fait vie normale. Eh ben moi, ça me parle, ça. Tout à fait. Regardez, on a notre ami Vianney. Une veste en daim, une chemise bleue. Voilà. Désolé, pardon. Le gars, il est généré procéduralement son outfit. Non, mais Samuel est bien. Moi, je portais ça, mais c'était en 1987, si tu veux. C'était il n'y a pas si longtemps, parce que je vois. C'est quoi le truc de Roland Garros derrière ? Non, mais binormal, tu vois. Je me dis, ça me plaît, moi, ça. Bon, vous avez été assez fort en vrai. Et maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et pourquoi pas ? Est-ce que j'ai fait des études de toi avec ton cas ? La science du lancement. Ça aurait été tout à fait. Et pourquoi pas ? C'est le moment. C'est le momentum de Ludo, qui, à chaque émission, quelqu'un dans le chat demandait, mais alors cette émission, c'est toutes les semaines ? Non, c'est 2 fois par mois, c'est pourquoi une fois tous les 15 jours. Eh bien, explore un métier, parce que Ludo, c'est l'éternel stagiaire le 3e. Il a une chaîne YouTube, allez la voir d'ailleurs, Ludo, où... Ludovic B, tout à fait. Ça. Ludovic B, ça s'appelle. Oui. Combien de métiers à ce jour tu as découvert ? Je dois être, je sais pas, plus de 90. Est-ce que du coup, tu comptes ton expérience chez Zara dedans ? Alors non, mais là, comme la découverte d'un métier. Mais en vrai, c'est ce qui se passe. Je passe une journée avec les gens et après, je me barre. Donc en fait, je fais comme j'avais fait à Zara. En fait, le jour où tu voudras te réinventer, toi, tu auras juste l'embarras du choix parce que tu auras découvert plein de métiers. Oui, tout à fait. Quel métier cette semaine alors ? Alors attendez, parce que j'avais oublié mon texte.
Je suis un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Attention. Alors, de quoi on va parler ? On parle beaucoup dans cette émission d'orientation. C'est l'ouverture de Parcoursup, on en parlait, voilà. Les jeunes qui nous regardent sont justement encore dans leur scolarité. Et ils sont en contact durant plusieurs heures par semaine avec un métier que finalement ils ignorent complètement, professeur. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est le métier qu'on va découvrir parce qu'il faut leur rendre hommage. Ah ouais, big up aux profs. Voilà, big up aussi à eux. Oui. Parce que ça, c'est compliqué. Et pour ça, justement, moi, j'ai suivi Clément. Il est prof d'histoire géo dans un lycée classé zone prioritaire de région parisienne. Et croyez-moi, il en faut du courage pour être prof parce que faire cours devant des classes de 35 élèves, souvent dissipés, et essayer de les intéresser à la matière, de tenir la classe, de les garder concentrés pendant 1 ou 2 heures d'affilée, c'est même plus un métier, c'est un sport. Écoutez d'ailleurs. Trop bien, trop bien. Avoir varié les situations d'apprentissage. Là, par exemple, en début de cours, on a fait ce qu'on appelle du cours dialogué. On a échangé avec les élèves. Et ça à eux de construire, en quelque sorte, voilà, de construire les idées. Et puis ensuite, on aboutit à quelque chose d'écrit. Là, ensuite, le but, c'était de les mettre en activité. Et ça a mis tellement de temps qu'il a fallu que j'enchaîne très rapidement avec la trace écrite. Mais globalement, voilà un peu comment fonctionne une séance en 3 temps. Comme toutes les 20 minutes, globalement, le volume remonte. Il faut varier les situations. Ouais. Parce qu'au bout de 20 minutes, il décroche, quoi. Oui. Oui, et ça, du coup, c'est extrêmement fatigant pour eux, c'est épuisant. Et encore, il faut multiplier évidemment par le nombre de classes et d'heures dans la journée. Et d'ailleurs, je vais vous montrer Clément, à la fin de sa journée de lycée, après 6-7 heures de cours, voilà dans quel état il est. Là, il faut rentrer très vite chez soi. Ouais, très très vite. Moi, j'ai un moment où j'ai mon cerveau qui est déconnecté. Je n'arrive plus à parler, je suis épuisé. Et puis surtout que la journée ne s'arrête pas, contrairement à ce qu'on pense là, elle ne s'arrête pas maintenant ta journée. Toi. Non, parce que la journée des profs, elle ne se termine pas à la porte du lycée, il y a tout le travail à la maison. Et pour ça, moi, je l'ai suivi directement, Clément, jusque chez lui. Bon, on peut le dire. Moi, je le mec qui s'invite. Voilà. C'est Antoine de Clément ce soir, sinon. Exactement. Je m'incruste chez les gens jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Voilà, je dors sur le canapé, je fouille dans le frigo. Vraiment, t'as fait le purée dans son évier ou pas ? De vidéos. Ouais, c'est ça. J'ai fait des purées. Clément, je vais te faire une petite recette avec moi. Je vais te faire la purée dans l'évier. Purée dans l'évier. Mais en plus, j'ai mangé chez lui le soir et tout. Enfin, vraiment, moi, j'ai passé. Le mec, il a une journée épuisante et il te fait à bouffer en plus. Et il répond à mes questions. C'est incroyable. Mais c'est le but. Après, moi, il faut que j'aille voir. Le métier ne s'arrête pas là, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est bien que tu le dises parce qu'il y a tellement d'idées reçues sur les profs. Soi-disant, les profs, après les cours, c'est fini, et puis les vacances et tout. Mais on va en parler justement. Mais déjà, regardez Clément chez lui. Justement, j'ai pu le suivre. Qu'est-ce qui se passe quand un professeur rentre chez lui, il n'a pas terminé sa journée, il se passe quoi ? Qu'est-ce que tu as à faire ? Alors, j'ai toujours avec moi un petit stock de copies à corriger. Donc là, il faut que je me mette au boulot, il faut que je corrige un tas de copies pour ce soir, ce serait bien. Puis une fois que j'aurai fini ça, je vais préparer... Alors mes cours en fait sont prêts dans les grandes lignes, mais parfois, selon les besoins de la classe, j'essaie de travailler un peu plus certains points qui n'auraient pas été compris. J'ai de quoi m'occuper ce soir, hein. J'en ai au moins pour 2 heures de travail, quoi. Ah oui, quand même. Oui. Des grosses journées quand même, prof, du coup, professeur. Globalement, je pars, maximum, je pars à 7h chez moi, je rentre, vers, ça dépend, mais en moyenne 17h, et je peux travailler jusqu'à 19, 20h, quoi, jusqu'au dîner, quoi. En moyenne, un prof travaille 40 à 50 heures par semaine si on compte les cours et le travail à la maison. Et bien sûr. Je sais que moi, quand je suis rentrée dans le monde du travail, un des trucs qui m'a le plus plu et surprise, c'est la liberté de quand tu as fini ton travail, t'as pas de devoir, t'as rien à faire. Ouais. Et il y a évidemment certains métiers où quand tu as fini ton travail, tu ramènes du travail à la maison. Il y a créateur de contenu qui est comme ça aussi. Oui, parce que nous, on travaille finalement toute la journée, tout le temps. Créateur de contenu, évidemment. Ça s'arrête jamais. Mais c'est bien qu'on le répète, ça. Prof, c'est quand même un des métiers les plus essentiels de notre société. Tout à fait. Aujourd'hui, qui est très dévalorisé en termes d'image, alors que c'est un métier essentiel, avec une charge de travail que les gens n'imaginent pas. Il faut être prof ou avoir enseigné pour le savoir, ou être dans une famille de profs. Et c'est bien qu'on le rappelle. Mais c'est pour ça. Alors, évidemment, on dit oui, c'est difficile et tout ça, il y a beaucoup d'heures, etc. Mais je sais ce que beaucoup vont me dire, ou ce que vous allez me dire vous-même. Oui, mais les vacances, tu comprends.
Non, parce qu'on a un chat de qualité. Non, justement, parce qu'on a un chat de qualité et ils sont pas sur ces idées Voilà, reçues. les profs, mais je vais te le faire quand même. vacances, Oui, mais enfin quand même. Ils ont les vacances, tout ça. Ils ont 2 mois de vacances en été. Ouais. Et dans le fond, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé avec Clément et son collègue d'histoire géo, Baptiste. Et ils en parlent de ça. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont un peu une image fantasmée du métier de prof, les élèves, où ils se disent ouais, les vacances, les vacances, les vacances. C'est vrai que ça nous donne un confort de vie qui, quand même, est supérieur à la moyenne des Français. Moi, je vois tous mes amis qui travaillent dans le privé, qui ont 5 semaines de congés payés par an, qui attendent comme ça péniblement. Bon, on a un confort de vie qui existe. Sur les vacances scolaires, déjà, premièrement, je suis quasiment jamais parti pendant les vacances scolaires. Ah oui, pas l'été. Non, moi, je pars pas non plus. Hein. Déjà parce que souvent, on se tape finalement les pires tarifs. Ça, c'est vrai. Déjà, donc financièrement, c'est très compliqué. Ah oui, oui. Et puis, en fait, ça m'est arrivé parfois que je me ramasse 5 classes à corriger. Oui, c'est à moi. En fait, ce qu'il dit, c'est que hors vacances d'été, les vacances scolaires, il ne partent pas. En fait, ils partent pas parce que financièrement, il y a un problème. Ouais, et ils ont souvent travail. Ils travaillent, d'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Alors attention, parce que là, je dépeins quand même depuis tout à l'heure un portrait des profs qui donnent pas très envie de faire ce métier. Oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est parce que ils en ont gros sur la patate, les profs. Voilà. Après, c'est un métier passion, en réalité. C'est quasi obligatoire d'être passionné dans ce métier, que ce soit par la matière qu'on enseigne, mais aussi par la passion, la transmission de l'enseignement en tant que tel. Et écoutez Clément. Est-ce qu'il faut être passionné pour faire ce boulot? J'ai l'impression que oui, énormément, à tous les niveaux, pour ce que ça demande. Oui, il faut être très très passionné. Moi, je suis passionné par ma discipline, déjà, et je suis passionné par l'enseignement. Ouais, mais c'est précieux parce que c'est ce qui nous fait tenir. Hein. Alors, par contre, il faut aimer aussi l'école, parce que quand on y réfléchit, les profs, ils n'ont jamais quitté l'école. En fait. Ils sont déjà, juste passés... rien que pour ça, force à eux. Quoi. Ils sont juste passés de l'autre côté du bureau. Et en fait, ils restent toute leur vie profs jusqu'à la retraite. Voilà. T'imagines devenir un stit dans ton école primaire où t'as étudié, genre vraiment t'es là. C'est le cas de ma sœur qui actuellement est professeure en CP dans l'école où elle était petite. Ouais. Oh, c'est trop mignon. Comment elle s'appelle? Marie. Marie, si tu nous regardes. Elle regarde, de Paris. Wow. Salut Marie. J'ai une remarque de Framboise, qui est une modératrice de la chaîne. J'aime beaucoup cette remarque, je la dis souvent. On entend beaucoup il y a un discours ambiant sur mes profs. Voilà. Et là, si c'était si bien d'être prof, tout le monde le ferait. Oui. Et au contraire, il en manque de plus en plus. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les concours pour trouver les postes chaque année, en fait, il y a de moins en moins de candidats parce que la profession est beaucoup moins attrayante, notamment en termes de rémunération, en termes de considération sociale et de respect de certains parents aussi, qu'on en manque. Donc, vous auriez pu faire prof, vous? Moi, je pense que je vais devenir prof. Voilà. Toi, tu peux. C'est vrai? Mais du coup, exactement sur la remarque que tu as fait de les profs qui quittent jamais l'école, moi j'ai eu plusieurs profs qui justement ont eu une vie antérieure et je trouve que c'était des profs qui avaient énormément d'expérience et qui en fait avaient une autre expérience et n'étaient un peu moins aigris par la vie que certains. Et donc ça balance. J'ai aussi eu des profs qui étaient super. Il y a de très bons profs, il y a aussi des mauvais profs. Ah, bien sûr. Et c'est pas leur faute, c'est aussi c'est comme les chasseurs. Voilà, bon, c'est ça. Mais donc, je me suis dit que j'aimerais peut-être découvrir un petit peu des choses et pas être prof très jeune, mais plutôt attendre un peu, profiter de la vie différemment pour ensuite après être prof. Mais je suis quasi convaincue que je serai prof un jour. Ok, trop bien. Moi, j'ai été prof une année, prof dans une école de journalisme, parce qu'on me l'avait proposé, parallèlement à mon métier. Et c'est là que j'ai compris la difficulté de ce métier. Garder l'attention d'une classe. Là, le prof qu'on a vu, là, lui, il a cours toute la journée. Moi, j'avais 1 heure ou 2 heures de cours la semaine. Mais garder l'attention d'une classe pendant 1 à 2 heures, c'est usant. Et tu te rends compte qu'en fait, au bout de 5 minutes, c'était pas pertinent, les mecs, c'est bon, ils ont compris que tu étais un charlot. Donc, le cours, faut le préparer. Ensuite, les copies à corriger. Et quand j'ai vu le temps que ça me prenait pour la rémunération qu'il y avait en face, j'ai dit, mais waouh! Parlons-en de la rémunération. Tiens, merci de me lancer cette c'est pas assez. Alors, le dernier point, c'est le salaire. Vous savez quoi? Je vais laisser Clément en parler lui-même, cette rémunération. C'est pas assez, je vous le dis, moi, je spoil. En fait, les salaires, ils sont publics, hein, ils sont sur le site du ministère. Oui, parce que c'est un truc très, en plus, réglementé. Tu peux pas dire non, moi j'aimerais bien être augmenté ou pas, c'est pas possible. Oui, tout à fait. En fait, on démarre alors je vais parler en brut, hein, on doit démarrer autour de 1600 et après ça monte assez rapidement à 2000 et après ça stagne. Ouais. Voilà. Moi, je suis dans cette zone-là. Okay. Là, je vais stagner pendant un bon moment. Et après, c'est vrai qu'en fin de carrière, ça reprend encore un peu. En gros, on peut monter à 3000 en fin de carrière. 3 000 € fin de carrière. Brut, fin de carrière. Brut, tout à fait.
pour ce qu'ils font. Honnêtement, ils mériteraient plus. Mais ouais. Après, ça, c'est le problème de tous les métiers, évidemment. Alors, évidemment, il y a plein d'autres sujets qu'on a abordés en vidéo et que j'ai pas eu le temps de vous expliquer ici, comme la façon de noter les copies. Comment ils notent les copies, surtout en histoire géo. En fait, c'est flou. C'est pas comme les maths, où les maths, c'est 2 + 2 = 4. Bon, t'as juste tout à faux, quoi. Mais finalement, faire des dissertes d'histoire, c'est plus difficile, ou de géographie. Donc, on a parlé de ça. On a aussi parlé de est-ce que les profs ont des chouchous, comment ils préparent les cours, est-ce qu'ils sont contrôlés sur leurs cours. Mais tout ça est dispo sur la vidéo intégrale sur ma chaîne YouTube. Voilà, je me fais un peu d'auto-promo, j'en profite. En tout cas, moi, j'ai eu des réactions, des vies conflictuelles avec mes profs. Parfois, il y en a qui c'est super bien passé, d'autres un peu moins, comme tout le monde. Et franchement, je pense que ça aurait été différent si j'avais un peu mieux compris leur métier. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais rendre hommage à tous les profs qui dédient leur vie à l'enseignement des jeunes. Bravo à eux. C'est très juste ce que tu dis. Si je me réincarnais, je serais plus gentil avec les profs, mais... Oui, mais il y a un truc d'empathie, surtout au collège, surtout collège et un peu lycée quand on est ado et qu'on est parfois un peu cruel ou quoi. Je sais que dans ma classe, il y en avait pour qui c'était un jeu de pousser les profs à bout, de voir. Et pour eux, limite, en fait, ça les fait marrer. Et puis après, ils vont faire un foot. Et puis et après, maintenant, on parle de burn-out, de dépression, des profs qui vont mal. C'est ça qui est plus dur cette profession qu'elle n'a été, parce qu'il y a un problème d'autorité, alors de l'élève par rapport au prof, mais même des parents d'élèves par rapport au professeur. Bien sûr. Et ça, c'est problématique, parce que si l'enfant sent qu'il n'y a pas de respect du parent vis-à-vis du prof, comment veux-tu que ce professeur puisse enseigner dans de bonnes conditions, quoi. Tout à fait. Donc moi, je sais que j'ai des petits, mais moi, je leur dis, voilà, le prof, on l'écoute, on le respecte, et il a raison. Même s'il n'a pas raison, il a raison. On part de là, et après, on peut discuter. On est avec vous, les profs. Oui, on est avec vous. Voilà. C'est la fin, j'ai fini. Oui, mais moi, j'ai pas fini, moi. Voilà. Alors, je suis très rassuré parce que Mathilde, tout à l'heure, avait bien préparé l'émission et je me suis dit, il y a un moment où elle va me piquer cette émission et elle m'a rassuré parce qu'elle dit non, moi, je me destine plutôt à l'enseignement. Ouf. Donc, tu lui as proposé ta chaise, elle a dit oui. Hein. Ouais, oui, je peux dire non. Je vais quand même la laisser ça change. lui faire sa chronique. C'est parti pour la petite presse de Mathilde. Yeah. Orientation aujourd'hui et Mathilde justement va nous proposer des conseils. Exactement. Même 5 pour être précis, 5 conseils pour bien s'orienter. Donc ça, on est dans le concret. Ah bah oui. Exactement. 5 conseils et avant ça, je vais vous faire une petite devinette autour de la table. Exactement, un petit jeu qui provient d'une enquête de l'étudiant qui a été faite en 2023. Donc, ils ont demandé aux élèves quelle est la raison numéro 1 pour laquelle vous choisissez vos études supérieures. Okay. Donc, je vais essayer de vous faire deviner les 5, selon vous, quelles sont les 5 raisons principales qui déterminent le choix d'études sup pour les jeunes Français. D'accord. Débouché, c'est le numéro 4, ouais. Salaire. Salaire, c'est le numéro 5. Salaire. Vas-y. Passion, c'est le numéro 1. Localisation. Localisation, c'est le numéro 8. Ok, c'est cool, ça veut dire que les gens ne se sentent pas limités géographiquement. Métier des parents, métier de l'entourage. Heureusement, c'était le cas avant, mais non, ça ne l'est plus. Ah, très bien. Alors quoi, qu'est-ce qu'on a longueur des études. Ouais. Longueur des études, c'est le numéro 10. Et il manque le 2 et le numéro 2 et le numéro 3. Le niveau de l'élève, c'est-à-dire lui-même se dit j'ai le niveau, pas le niveau. La réussite, c'est ça, la perspective de réussite, c'est le numéro 3. Il vous manque le numéro 2 qui est quand même en lien avec le 1 sur la passion. L'ambiance au travail. Le plaisir. L'épanouissement, on est dedans. Donc c'est bon, vous avez les 5. Mais c'est pas mal, donc passion, épanouissement. Exactement. C'est les premiers. Oui, mais c'est bien. C'est les premiers. C'est devant le premier, c'est le goût. Deuxième, c'est l'épanouissement, la réussite, perspective d'emploi et salaire. Les sous, c'est combien? Le salaire, c'est le numéro 5 quand même. C'est loin, les sous. Numéro 5. C'est plus à la même époque. C'est marrant. Et donc après, en 6e... C'est la première question que tu demandes, mais nous... Non. En brut, ça coûte combien en fin de carrière Ça reste le numéro 5. Le numéro 5, c'est quand même assez proche. Le numéro 6, c'est la perspective d'évolution. Le numéro 7, c'est le prestige. Le 8, c'est l'emplacement géographique. Le 9, le coût des études. Et le 10, la longueur. Donc, ce qui est bien et ce qu'on note sur l'étude en 2023, c'est que les choses évoluent. Avant, l'emplacement géographique, c'était très haut. La pression des parents, c'était très haut. Le coût des études aussi. Enfin, il y avait beaucoup de différentes choses. En fait, des raisons un peu négatives. C'est bien. Ouais. Finalement, ces raisons négatives, elles sont passées un peu au deuxième. Exactement. Devant plus le goût, l'épanouissement, la réussite, c'est bien. Et au travail, c'est pareil d'ailleurs. Sur cette génération-là aussi, c'est pareil. Mais donc, ça fait que les possibilités s'élargissent, ce qui est une bonne chose, mais ça fait aussi qu'on se retrouve souvent noyé dans un océan de possibilités. On a beaucoup plus de possibilités devant nous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut maintenant des petits conseils, parce qu'avant, on faisait peut-être le métier de nos parents ou la fac qui était à côté, comme on a vu sur l'archive de l'INA. Ouais. Donc maintenant, c'est les 5 conseils, les 5 étapes à suivre pour bien s'orienter.
La première étape, je pense, dans cet océan de possibilités, c'est de faire un tableau des signes. Mais ça, c'est quelque chose à faire dans n'importe quelle décision de notre vie. Tableau des signes, vas-y. Les plus, les moins. Ah oui, d'accord. Avec l'astrologie. Tu te fais une... Non, moi, je suis taureau, donc je vais faire marketing. Peut-être ça le fait. Je suis sûre qu'il y a des sites et des apps qui te donnent ton orientation selon ton signe. Plus c'est moins, c'est bien ça. Mais donc, c'est ça, c'est se faire une feuille, mais ça, c'est dans n'importe quelle décision de sa vie, quand on a un choix à faire, c'est bien de mettre sur papier son avis. Donc, d'un côté, les points positifs d'une formation, de l'autre, les points négatifs. Ça permet pour choisir ses spécialités, donc vous n'avez pas connu ça, mais pour choisir ses spécialités, c'est bien d'avoir ça. Je suis juste là pour tacler, moi, je le fais pour savoir si je dois faire la purée dans la casserole ou dans l'évier. Je mets les plus, c'est toujours la casserole. La vaisselle, le truc. Très carré, très organisé. Genre, tu vois, le Mathilde, le soir, elle doit aller au resto, elle hésite entre 2 restos, elle prend un papier, tu vois, elle fait pour. Alors, voilà. Alors lui, il est un petit peu plus loin. Peut-être. Mais en entrée, tu vois, ils ont celle-ci et tout. Ouais, là, le service, c'est pas pratique, mal. Ça, c'est pratique. C'est exactement ce qu'on fait, de toute manière, dans notre tête. Mais donc, c'est bien de le mettre sur papier quand on a vraiment beaucoup de choix à faire. Donc, ça, c'est la première étape, faire un tableau des signes pour vraiment mettre son avis sur papier. La deuxième étape, c'est, peut-être que vous y êtes allé, dans des salons de l'orientation et dans des journées portes ouvertes. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les salons d'orientation, c'est des sortes d'événements dans des grands hangars où il y a des écoles qui sont représentées, à peu près toutes les formations. Et le stand de l'armée de l'air, toujours. Toujours. Il y a toujours l'armée au milieu. Ils sont là. Venez défendre votre pays. Faites quelque chose. Attendre la personne. Et ils sont là. Prenez au moins le dépliant. On sait jamais. Non, toujours l'armée. Voilà, ouais, t'as toutes les formations et les débouchés post-bac, si on peut parler de l'armée de l'air aussi, qui sont représentés. Et donc ça, c'est trop bien, ça permet de découvrir les formations, parce que peut-être que nos parents ne nous ont pas parlé, les profs non plus. Et donc là, t'as tout, tu navigues dans le salon. Et ensuite, une fois... Dans mon souvenir, c'est des étudiants qui animent les stands et pas, tu vois, c'est pas les profs ou les chefs, les directeurs de l'école. Il y a aussi des gens de ton âge qui vraiment peuvent te dire comment ça se passe. C'est que dans chaque stand, souvent, tu as plusieurs élèves. Tu as quand même un prof et un représentant de l'établissement. Pour comme ça, tu peux parler. Donc, l'idée, c'est aussi d'y aller peut-être avec ses parents pour pouvoir parler. Comme ça, eux aussi, ils peuvent être rassurés, poser leurs questions. Et une fois que tu es allé dans ces salons de l'orientation, que tu t'es fait peut-être une liste, que tu as récupéré les dépliants et les tote bags de tous les établissements, tu peux aller aux journées portes ouvertes. Donc, les journées portes ouvertes dans l'école. Des établissements, c'est dans les écoles. Vous l'avez peut-être fait pour vos lycées ou vos collèges, ça existe aussi. Mais donc, aller dans les écoles pour pouvoir encore plus poser de questions à tous les élèves, à tous les profs, et aussi découvrir le campus et ce qui s'y passe. Donc ça, c'est vraiment 2 choses très importantes. Ça se passe normalement dans toutes les grandes villes, et vous en avez à toutes les 2 heures de chez vous, normalement, grand maximum. Et il y en a même un à Lyon et un à Rouen ce week-end. Pour ceux qui plusieurs fois dans là-bas. l'année en plus. Il y en a plusieurs. Tous les week-ends, il y en a dans plusieurs villes. Il suffit d'aller regarder sur Internet et d'écrire Salon de l'orientation. Il y a l'étudiant, il y a Studirama, il y en a pas mal qui font ça. Et nous, à la fin de chaque MVP, on donne une série de dates, on va le faire tout à l'heure, avec des rendez-vous portes ouvertes, des rendez-vous, des salons. Et voilà, ça c'est pour le watch time. Vous devez rester jusqu'à la fin pour avoir et après, il y a Jamie. Et il y a Jamie Gourmaud aussi. Il y a Jamie quand même. Qui nous rejoint pour l'entretien MVP. Oui, mais les dates des salons, c'est quand même beaucoup plus important que Jamie Gourmaud. Il faut rester jusqu'au bout. Quoi Je rigole, je l'adore, Jamie. Oui. Mais oui. J'adore Jamie. Donc, 3e conseil, c'est dans l'air du temps, utiliser les réseaux sociaux. Ah oui ? Alors, pour plusieurs choses différentes. Déjà, pour aller sur les comptes des écoles, des BDE des écoles, donc le bureau des élèves des écoles, pour voir ce qui s'y passe. Parce que si tu hésites peut-être dans 2 écoles, et c'est peut-être la vie de campus, les soirées qui vont te faire décider dans quelle école tu vas aller. Après, moi, c'est ça qui a fait oui, voilà, c'est ça. Après, ça ne tient pas forcément à finir ton année dans les meilleures conditions. Mais oui, la vie étudiante, c'est l'école en fonction des fêtes du BDE, en vrai, c'est chaud, quoi. Non, mais il y en a qui le font, il faut être honnête, voilà. Moi, je voulais aller à Montpellier. T'hésites entre 2 écoles similaires, tu vois. C'est quand t'hésites entre 2 formations. Ah bon ? Moi, je voulais aller à Montpellier parce qu'il y avait plus de fêtes à Montpellier, tu vois. Sérieux, mais c'est connu pour aller au-delà des fêtes, les associations sportives, les activités culturelles, etc. C'est forcément un déterminant dans le choix. Parce que c'est ce qui va se passer dans ton année et c'est ce qui va contribuer à... Si tu sais que tu vas déjà rater l'année en plus. Bon, autant profiter, exactement. On verra l'année prochaine, il y a des soirées. Je le savais déjà, donc let's go. Mais attention quand même pour les salons d'orientation, les journées portes ouvertes et les comptes des écoles et des BDE, attention à l'objectivité.
parce que forcément, c'est quelque chose pour vendre l'école. Donc, tu vas avoir uniquement une bonne vision de l'école. Et donc là, ce qui est bien, c'est aussi d'aller voir des contenus natifs, donc des vrais avis sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui donnent leur avis sur leurs écoles, sur leur métier, au-delà de ça. Donc vraiment, vous écrivez le métier. Je crois que dans le dernier MVP, il y va y avait Cindy, qui était plombière, qui partage. Je suis à fond. Elle a sur les anciennes émissions. Les gars, je suis à fond. C'est impressionnant. Elle va prendre notre place, hein, Samuel. Hein. Moi, je serre les fesses. On y va tous les trois. Moi, après cette émission, je ne vais pas quitter ce siège. Je vais rester là jusqu'à la prochaine. Marque ton nom derrière. Non, je vais rester là. Je vais attendre 15 jours. C'est Ce n'est pas possible. Ça me fait flipper. Non, donc, par exemple, Cindy, qui était dans la dernière émission, qui partage sa vie de plombière, elle a dit d'ailleurs. Je suis juste là-bas pour. Non, mais donc, sa vie de plombière, c'est bien parce que en fait, vous découvrez le métier et vous faites une sorte de mini-stage. Et justement, pour découvrir les métiers, on a qui ? On a Ludovic B sur YouTube, donc qui, pareil, il suit. Le beau gosse, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Le BG, là. Exactement, il a fait sa petite caméra. Il vient de Perpignan, je crois. C'est un gars qui a fait du rugby, ça se voit tout de suite. Alors, moi, t'inquiète, on me fonce dessus, je m'en vais, vu ma carrière. Non, mais donc après aussi, aller voir des contenus médias. Donc, il existe plusieurs chaînes. Il y a par exemple Ludovic à ma gauche qui fait des vidéos où il suit une journée dans la peau d'un métier. On a aussi Alix Clicquot qui, je crois, en régie de l'émission, qui a aussi un format qui s'appelle Paumé, dans laquelle elle suit aussi des métiers. On a aussi des médias tels que Extra Student, où il montre le parcours des métiers et comment arriver, donc quelles études faire pour aller au métier. Il y a pas mal de médias et ça se démocratise de plus en plus. Donc n'hésitez pas. Brut le fait, Combini, il y a Maintenant j'aime le lundi aussi. De plus en plus. Il y en a plein. Donc vraiment, juste allez sur les réseaux sociaux, écrivez le métier que vous voulez, les formations. Et regardez MVP. Et regardez MVP. Et MVP, exactement. Et regardez les réseaux de MVP. Tout à fait, ça aussi on en parle peu, mais il y a des réseaux MVP. Il faut s'abonner sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, partout. Minitel, tout. LinkedIn aussi, je crois. Vous êtes sur Blue Sky ? Oui, Blue Sky, Thread, tout. Et là, vous avez plein d'infos. Tout, Dailymotion. Ouais. Ça, c'est et donc faire ça, c'est des sortes de. Ils reviennent. Moi, j'ai pas eu Dailymotion. Ils reviennent, Dailymotion. Ils reviennent. Ils reviennent pas sur le même format, mais. Pardon, on te coupe. Mais c'est pas sur Internet, sur un autre truc, je crois. Il n'y a pas de sur le réseau Transpac, ils reviennent. Donc tous ces contenus médias, c'est en fait comme faire des sortes de mini-stages en étant sur son téléphone. Après, ce qui est bien, et c'est mon 4e conseil, c'est faire des stages. Faire des stages à fond. Vous avez fait, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que tu as fait un stage en 3e ou pas ? Ça n'existait pas à mon époque. Moi non plus. J'en ai pas fait. Et du coup, j'en fais tous les jours maintenant. J'en ai fait un et ça a fait une vraie expérience dans une librairie BD de ma ville. Donc déjà, super endroit. Et ça m'a énormément épanouie. Ça m'a beaucoup fait sortir de ma coquille et tout, juste parce qu'en fait, on me traitait comme une adulte et on me confiait des responsabilités. Et on faisait les trucs chiants. Il y avait un jour, on a fait l'inventaire, donc on a compté toutes les BD qu'il y avait. Il y avait la caisse, il y avait un peu le ménage, parce que c'était un petit commerce avec pas grand monde, mais c'était hyper important dans mon formateur. Ouais. Oui, non, on sous-estime beaucoup les stages et souvent quand on arrive en 3e. Ouais, justement, moi j'ai fait un stage. Ouais, toi j'ai fait un stage parce que quand j'étais encore au collège, j'étais persuadée de vouloir faire médecin et ophtalmologue plus particulièrement. Et je suis allée chez l'ophtalmo du coin. Passion sur les ophtalmos. Et je lui ai demandé, mais c'est tant mieux, tant mieux. C'est passion parce que vu que j'ai des lunettes depuis que je suis toute petite, je suis souvent allée. Exactement. Et donc je suis allée chez l'ophtalmo de ma ville, je lui ai demandé, etc. Il m'a accepté en stage et j'ai fait une semaine de stage et je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi du tout. Très bien. De regarder dans les yeux des gens avec la petite soufflette de. J'ai fait beaucoup de choses. Horrible, qu'ils arrêtent avec ça. Il y a énormément de choses. Enfin, c'était ultra enrichissant et j'ai adoré mon stage. Et j'ai adoré mon stage aussi parce qu'il m'a ouvert les yeux. Waouh! C'était pas prévu. Hein. Très bien. Il m'a ouvert les yeux et il m'a permis de voir que c'était pas du tout fait pour moi et qu'en fait j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus créatif et donc c'était trop bien. Et les stages, alors que j'étais vraiment persuadée de vouloir faire ophtalmo et je me disais mais bien sûr c'est ma vocation. Et tu croyais être de ces gens qui ont une voie toute tracée et qui vont jamais galérer à trouver leur métier? Oui, je pensais, c'est ça. Mais c'est ça. Et après t'as essayé le métier, c'est ça qui est bien avec ces stages. Et c'est pour ça faire des stages. Confirmer ou infirmer, tout à fait. Depuis l'année dernière, il y en a en seconde aussi. Donc vous avez au lycée il y a un stage en 3e et un stage en seconde. Donc vraiment, profitez-en. N'allez pas forcément faire les stages chez vos parents. Essayez de sortir de votre zone de confort, d'aller faire des stages dans des... Il y a plein de gens même dans des petits commerces.
commerce, etc. Même si vous voulez pas faire ça, ça va vous apprendre énormément sur vous, sur le métier, sur aussi peut-être le fait que vous n'avez pas du tout envie de faire ça plus tard. Donc vraiment, faites des stages à fond. Même vous pouvez demander s'il y a un métier qui vous passionne, d'aller passer une semaine ou quelques jours avec, parce que vous allez voir de l'intérieur comment ça se passe. Prenez une caméra, faites-en une chaîne YouTube. Exactement. Et concurrencer Ludovic. Exactement. Il n'y a pas d'ailleurs une réforme sur les stages maintenant où justement il y a plus de stages chez les jeunes, il faut en faire plus, ou il y a un stage au lycée. C'est ça. Ou je sais pas il y en a en 3e et en seconde. Ah voilà, c'est ça. Il y a 2 stages d'affilée. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont râlé par rapport à ça. Le fait est que c'est bien parce qu'en 3e, tu fais un stage et en seconde, tu peux faire un stage dans un autre domaine ou dans une autre profession. Moi, par exemple, j'ai fait ophtalmo en 3e, j'aurais fait dans une autre profession, je ne sais pas laquelle encore, mais j'aurais fait autre part et ça m'aurait peut-être permis aussi de découvrir un autre métier et c'est super et ça permet vraiment de découvrir vraiment le métier de l'intérieur. Et toi, tu dois le voir quand tu fais tes vidéos. Il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas dans le... Ouais, il y a plein de métiers où je me dis, je le ferai jamais. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est très bien, et heureusement, parce que vaut mieux le savoir maintenant, vaut mieux le savoir en 3e et en seconde, et ne pas s'orienter après en fonction de ça, que de se mettre dans des études. Moi, sinon, je sais que j'aurais fait maths, physique, SVT, j'aurais continué médecine, et... Ophtalmo, let's go. Et voilà, ça m'aurait peut-être pas plu 10 ans après. Quoi. Oui, après 10 ans d'études, t'es le premier jour dans le cabinet. Est-ce qu'il reste un conseil? Il y a un 5e conseil, exactement, on était au 4e. Le 5e conseil, c'est le conseil clé, c'est communiquer au maximum. C'est l'information la plus importante. Communiquer beaucoup avec vos profs, parce qu'ils peuvent être d'une grande aide. Communiquer avec vos parents pour les rassurer. Vos parents peuvent être très stressants, ça on le sait, parce qu'ils vont poser plein de questions. Mais si vous allez leur parler et que vous leur présentez un projet professionnel, ils seront déstressés et donc ça ira mieux. Bien cadré, quoi. Communiquer avec vos amis pour échanger vos envies, communiquer avec le conseiller d'orientation, communiquer avec ChatGPT. Vous pouvez même poser des questions. Vous pouvez demander à ChatGPT d'être votre conseiller d'orientation. Il va vous poser des questions, il va vous aider. Enfin bref, il y a plein de choses, mais vraiment communiquer parce que c'est comme ça que vous allez aussi peut-être découvrir des choses. Il y a une vraie asymétrie de l'information qui fait qu'on ne sait pas forcément tous les domaines qui s'offrent à nous. Donc vraiment, communiquer un maximum avec le plus de gens. Et voilà. Et bonne chance à tous. Excellent conseil. Le chat s'est régalé. J'ai plein de conseils dans le chat également. C'est drôle, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est fou, je viens de découvrir cette créatrice de contenu sur YouTube, parce que tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais tu es aussi sur YouTube. Je suis aussi sur YouTube. Et il te voit dans l'émission, donc il n'en revient pas. Il y a quelqu'un qui me dit, les soufflettes pour l'œil, c'est très important pour je ne sais plus quoi, le glaucome. Le glaucome, voilà. C'est insupportable. Quelqu'un qui a dit, allez dans la marine nationale, puisque les séjours dans les sous-marins comptent 2 fois plus en termes de trimestre de retraite. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Comment tu as choisi ton métier? J'ai appris que c'est vrai que c'était pas dans le top 10 la retraite. Et il y a quelqu'un qui me dit, bonsoir, est-ce que quelqu'un sait si Sam va streamer du gaming ce soir ou trop fatigué? Ça va streamer du gaming, bien sûr. Rien à voir. Contrôle cet homme. Non, moi je suis totalement. Il reste là sur le plateau en fait. Tu sors ton ordi, tu le poses sur la table. J'ai envie de te dire félicitations pour cette première chronique. Merci beaucoup. Je dis première parce que je suis très heureux que tu reviennes nous voir. Avec plaisir. Bravo. Mais ça n'est pas terminé. Nous avons un nouveau jeu. C'est le jeu qui va, avec l'indice qui va pouvoir servir là, de l'invité mystère. Il y a un invité qui va arriver, il va falloir découvrir son métier. C'est parti. C'est Margot qui nous rejoint. Bonjour. Margot, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, Margot a apporté des croissants, quelque chose, une galette des rois, je ne sais pas. Voilà. Alors, voulez-vous que je dise le métier de Margot? Non, pas du tout. Pas mais en tout cas, on a un indice. Ils ont un indice, moi je ne l'ai pas gagné. Voilà, parce que cet indice, effectivement, tu m'as beaucoup mis sur la piste tout à l'heure pour trouver la galette des rois et le diamant, là. Honnêtement, est-ce qu'on est un peu fair dans le sens où on partage quand même avec Mimi? On partage à tout le monde. Parce que sinon, on est juste tous les deux. Moi, je veux jouer sans indice. Non, moi, je suis comme Étoile. On vit dans le danger, on cache les indices. Non, mais elle a dit qu'elle allait clutch. Peut-être pas, mais je préfère ne pas avoir l'indice. Bon, bah écoute. Désolé, le chat, si vous le vouliez, c'est votre problème. Au pire, tu le montres à la caméra, je regarde pas. Ok. Très bien. Il est pas mal. Mais pourquoi tu le sais, toi? Non, parce que moi, je découvre l'émission. Non, mais tu sais le métier. Ouais, moi, je sais le métier, mais je le trouve pas mal, cet indice. Ok. Très bien. Alors, vous avez le droit chacun à une question. Chacun son tour pour essayer de deviner. Et celui qui trouve devient l'employé de la semaine. Tout à fait. Alors, on commence par Mimi qui n'a pas d'indice. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Je fais ce métier depuis 4 ans. Okay. Très bien. Est-ce que tu as fait des études dans ce métier ou est-ce que tu faisais un autre métier avant et du coup, c'est ce métier-là, ces études dans ce métier-là qui t'ont permis de faire celui-ci? Je sais pas comment. Non, en gros, c'est l'expérience d'avant. J'aurais pu faire n'importe quel autre métier avant, mais je faisais un autre métier avant, oui. D'accord. Mais je crois que tu as fait une formation pour ce métier. Mais j'ai fait une formation spécifique pour ce métier, tout à fait. Ok. Parce que moi, j'avais une idée en tête, mais avec l'indice, mais bon. Tu veux tenter? Ouais. Est-ce que c'est un métier qui
qui est basé sur le contact avec quelqu'un et tu peux le faire à distance comme en direct avec la personne. Alors, je peux le faire à distance, ouais. Mais je peux le faire... non, c'est plutôt un métier de terrain. Enfin, c'est plutôt en contact. Vous avez posé chacun une question. Mais on peut le faire aussi à distance. Mais il vaut mieux être à distance, disons, pas trop près pour l'observer. Ça n'a pas un rapport? Pas du tout. Très bien. Donc, mentaliste, ça se rapproche. Non, j'étais sur... je peux le dire ou pas? Clutch? Détective privé. Incroyable, il a... Oh, incroyable. Sérieux? Oh, on n'a même pas montré les indices. Non, c'est vrai? Si. Mais trop bien. Alors, pour une fois, on est d'accord que l'indice... Ah, l'indice est très bon. Oui. C'est des discrétions. En fait, il a pensé très vite. Très vite. Tout de suite, j'ai ouvert, j'ai vu discrétion. C'était une photo, l'indice. Et tout de suite, je me suis dit... C'était discrétion. Détective privé. Quel était l'indice que tu avais ici, Margot? Alors, c'était un indice... Oh, j'ai clutché. Ouais, bravo. Ah, c'était quoi? Ah, une caméra, oui, tout à fait, ça m'aurait aidé. Une caméra avec un zoom un petit peu, non? Qui est tout le temps avec moi. D'ailleurs, Margot est en train de filmer parce qu'elle est sur une enquête, là. Pourquoi utiliser ça plutôt qu'un téléphone? Non, j'utilise les deux. Ah, d'accord. Parce que c'est plus discret un téléphone, non? Dans la rue, à Paris, par exemple, c'est quand même beaucoup plus discret. Après, ça reste très discret aussi. Même dans la rue, c'est possible de le sortir. Et puis, quand on est dans la voiture, on est quand même très souvent dans la voiture. Oui, tu peux zoomer. On peut zoomer. Alors, c'est un métier quand même atypique. C'est un métier qui a beaucoup d'interrogations. Margot, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, qui est un métier pas comme les autres, quand même? Moi, c'était vraiment l'enquête. C'était vraiment... j'adorais faire de l'enquête, etc. Foncer dans un dossier sans savoir où ça va finir, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Et puis le côté très indépendant, la liberté, quoi. Ah oui, parce que tu acceptes les affaires ou tu les refuses, tu fais ce que tu veux. Tout à fait. Ça, c'est mais quels sont le genre de demandes que tu as? Oui. Moi, je suis sur l'infidélité. Je suis sûr, ça va être le truc du divorce. Alors, évidemment, il y a de l'infidélité, des cas d'adultère. Retrouver des membres de la famille, peut-être? Oui, alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, c'est pas 60% non plus. Mais je pense que c'est quand même beaucoup de dossiers. En tout cas, c'est beaucoup de dossiers qui sont liés au divorce. Mais c'est pas que l'adultère, ça peut être aussi les gardes d'enfants, ça peut être aussi les prestations compensatoires, enfin n'importe quel élément où il y a un mensonge, on peut intervenir. Mais après, beaucoup de disparitions de personnes. Alors, soit des disparitions inquiétantes, récentes ou autres, ou soit des gens qui ont été coupés de leur famille, ils essaient de reprendre contact. Nous, on est un peu des fois les médiateurs. Mais ça peut être aussi des disparitions. J'ai rencontré quelqu'un il y a 20 ans, je voudrais... parce que je veux plus avoir de regrets dans la vie. Et il y a vraiment des gens qui repensent à leur crush d'il y a 10 ans, 20 ans. Colo, ils avaient une photo et la personne dit « Ah bah non, ça va. » Non, c'est bon, finalement. Le problème, c'est qu'après, les gens, ils peuvent être mariés, avoir des enfants, avoir construit leur vie. Donc, je préviens toujours un petit peu que la personne, elle peut ne pas forcément avoir envie, quoi. Et par exemple, là, tu disais que parfois, tu faisais la médiation. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui te dit « Moi, j'aimerais bien retrouver mon crush », tu retrouves le crush. Est-ce que tu rapportes juste la photo en disant « Bah voilà, la personne habite là », par exemple, ou est-ce que tu crées un lien entre les deux? Tu ramènes la personne avec le rideau au milieu. Le crush, j'insisterai pas, on transmet vraiment le message, en fait. C'est-à-dire, la personne, elle a soit un message qu'elle nous a dit à l'oral et qu'elle veut transmettre, et nous, on dit « Bah voilà, cette personne m'a mandaté pour vous retrouver parce qu'elle souhaiterait juste reprendre un café avec vous. » Après, choisis d'ouvrir le rideau ou non. Chez moi, en disant « J'ai été mandatée. » J'ai un message pour vous, j'ai été mandatée. J'adore. Ça y est, c'est mon Da Vinci Code personnel. Et ça doit surprendre la personne, quand même. Parce que j'ai l'impression que tu l'as fait plusieurs... Oui, alors la plupart du temps, c'est quand même... Ça fait pas plaisir parce qu'en général, c'est des gens qui ont quitté, qui ont coupé les liens avec leur famille. C'est souvent ça quand même. Et s'ils l'ont fait, c'est pour une raison. Et évidemment, moi, l'inconnu qui sonne à la porte, ils vont pas m'expliquer la raison. Et d'ailleurs, je leur demande pas. Donc là, moi, je rentre pas du tout dans les détails. C'est leur choix. Et ils peuvent te dire, je veux pas écouter. Parce que pour moi, quand tu coupes les ponts... Oui, ils font comme ça, ils font là. Non, mais pour de vrai, en général, dire, si vous avez été mandaté, ils se doutent, voilà, t'as pas 12 000 personnes qui peuvent te mandater dans ta vie, et ils disent, je ne veux pas savoir ce qu'ils vous ont dit comme message. Mais les gens qui nous mandatent, ils nous demandent de le retrouver, de recréer le lien, mais eux-mêmes ne nous racontent pas si c'est vraiment passé. Ça reste très flou, donc... Tu sais pas pourquoi il y a eu rupture du lien, mais est-ce que la personne peut dire, je refuse de recevoir le message que tu me dois me transmettre? Genre, je ne veux pas savoir ce que ma mère t'a chargé de me dire. Il n'y a pas de message. Alors, je l'ai bloqué pour une raison. En général, ils écoutent, mais nous, en fait, on demande juste s'ils veulent reprendre contact. Mais très rapidement, ils nous disent oui ou non. Ok. Et tu fais ça genre dans le monde entier ou c'est que France? Alors, le monde, moi, c'est plutôt la France. Par contre, on a énormément enfin, pas énormément, il y a des demandes, mais là, du coup, moi, je fais plutôt appel à des collaborateurs qui sont sur place. Des confrères de région. Voilà.
Mais le problème, c'est que par exemple, les gens, ils ont disparu, on ne sait pas dans quel pays. Bah ça, non, on ne peut pas savoir parce qu'il faut quand même savoir dans quel pays. Donc il y a les affaires familiales, il y a les histoires d'anciens crushs, par exemple. Et est-ce qu'il y a des choses financières, des enquêtes Oui, alors beaucoup d'escroqueries. Les gens nous appellent parce qu'ils se sont fait escroquer, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des vidéos d'eux qui tournent sur Internet. Ça peut être des gens qui ont peur qu'un membre de leur famille soit sous emprise et qu'il y a un abus de faiblesse. Il y a énormément ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de manipulations, etc. Ça peut être de l'emprise mentale dans des sectes ou des relations. Et ça peut être aussi tout ce qui est lié aux sociétés, les employés et les employeurs qui ont des conflits. Par exemple, des salariés qui sont en arrêt de travail depuis parfois des années. Et puis, en fait, ils ne sont pas vraiment en arrêt de travail, ce genre de choses. Et il a le droit, l'employeur, de... Enfin, je sais que la Sécu peut envoyer des gens pour vérifier pour les arrêts maladie et que je crois que l'employeur peut demander, genre, ça me paraît louche, envoyer quelqu'un, mais ils ont aussi le droit d'envoyer un privé, finalement. Alors, il y a énormément de règles à respecter. Donc, c'est très touchy. C'est vrai que le droit du travail, c'est assez délicat. Mais, par exemple, des fois, on a des informations qui travaillent dans une autre entreprise. Et il faut savoir que moi, par exemple, j'ai suivi quelqu'un qui était en arrêt de travail depuis très longtemps. Et en fait, il a un job. Il avait un job, mais il allait tous les matins, des collègues avec qui il allait manger le midi, etc. Il avait une autre vie. C'est vraiment comme les darons qui ont une autre famille dans la ville d'à côté. Lui, c'est notre job, quoi. Donc il avait son petit complément de la sécurité sociale. Mais par contre, j'ai une vraie question, c'est qu'une fois que tu trouves ça, que tu trouves soit des arnaqueurs, des gens qui ont une emprise sur quelqu'un, soit des gens qui trompent d'autres personnes, etc. Mais toi, légalement, est-ce que tu as une valeur juridique ? Est-ce que tu peux... Il faut après. C'est recevable. C'est recevable. Tu passes ça à la police. Comment ça se passe après ? Alors nous, on fait des rapports d'enquête qui sont recevables en justice. Donc ça, il y a une jurisprudence, etc. Mais si on doit, par exemple, par rapport à un rapport d'un huissier de justice, eux, c'est des auxiliaires de justice, donc c'est supérieur en gros. Et nous, on a, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on déclare dans notre rapport est recevable en justice. On le complète si besoin de photos, de vidéos. Mais normalement, quand on dit qu'on voit quelque chose, c'est sûr. C'est une valeur. Ça n'a pas la même valeur, par contre, qu'un huissier de justice. Bien sûr. Voilà. Et une question sur l'obligation de réussite, c'est-à-dire que quelqu'un vient te confier un dossier, recherche de personnes ou démontrer une escroquerie. Bon, voilà, donc ça coûte un certain prix. Tu n'es pas obligé de réussir. Donc, alors on a une obligation de moyens et pas de résultats. C'est comme les médecins. Le médecin, s'il vous a pas soigné, vous le payez quand même. Sauf si t'es mort. Mais bon, c'est autre chose. Ça n'a pas marché du tout. Si par exemple, le cas des recherches de personnes disparues, si on a enquêté par exemple pendant 1 mois ou 3 mois, évidemment on est payé parce que nous on a quand même fait les recherches, etc. Et puis on l'explique ce qu'on a fait. On détaille. Enfin moi je détaille bien pour montrer toutes les ficelles qu'on a voulu tirer. Mais par exemple, quand on fait des filatures... Pour vérifier que le détective privé... Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont embauché 2 détectives privés et ils les ont fait Alors non, mais moi, je suis déjà arrivée sur le terrain. Il y avait un autre détective privé qui était sur la même cible que moi. Et en fait, le client, il avait engagé 2 agences. Voilà, donc on s'est retrouvés. En plus, on se connaît tous, donc c'est un peu ridicule. Et tu regardes à travers un journal avec 2 trous de bleu comme ça. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu portes des chapeaux et des grands verres. Je ne lis pas non plus. J'ai pas de pipe et je ne lis pas jamais en filature. Enfin, et parfois, tu as été en situation un peu dangereuse, c'est-à-dire où tu as senti ta sécurité menacée, parce que parfois c'est des sujets sensibles. Oui. Déjà, se retrouver des fois dans des champs la nuit, toute seule, en attendant que quelqu'un qui est en train de voler dans une déchetterie parte. Bon, c'est vrai que c'est des moments où il faut être quand même bien avec soi-même. Ouais. Mais des cas, c'est assez extrême et c'est très rare. Mais des cas où la cible vient vers nous, quoi. Et des fois, ils sont pas sympa parce que en fait on suit quand même des gens qui ont quelque chose à se reprocher la plupart du temps et des méthodes un peu de voyous et voilà. Et alors je crois que tu as lancé un compte TikTok récemment, depuis 2-3 semaines quoi. Tu as de création de contenu sur ton métier. Voilà, donc je parle de mon période métier, quand même. C'est génial. Quelle belle époque. Et donc tu montres des choses de ton métier. En fait, je réponds. Faire une vidéo, moi surtout. Oui, je réponds à des questions. Incroyable de te suivre sur une journée. Alors me suivre, ça par contre, je suis plus, j'accepte pas trop qu'on me suive en filature.
Oui, que je fasse une filature. Non, mais je veux dire, parce que souvent, on me demande de venir avec moi dans la voiture, etc. Je trouve que c'est un peu dangereux pour la réussite de la mission. Et par rapport à mes clients, parce qu'il faudrait que je les prévienne. Et en fait, c'est mal à l'aise. Par contre, parler du métier, expliquer, etc. Parce que... Regarde, on le voit, ton compte TikTok, là. On va lui faire exploser le nombre de... C'est sûr que Ludo, avec son sac et sa grosse caméra, c'est peut-être on cherche ton compte, qu'est-ce qu'on tape? En fait, j'ai parlé de... Pour l'instant, alors, ça fait pas très longtemps, mais pour l'instant, je parle des... Non, mais je fais des story time avec... Je vois pas d'ici, pardon. Ah, détective. _privé. Détective _privé. Privé, au féminin. Privé, bien sûr. Privé. C'est mixte d'ailleurs comme domaine. Il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes ou c'est... Alors à l'école, c'est complètement mixte et moi je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. Après, franchement, il y a plus d'hommes que de femmes. Et l'école, justement, la formation, c'était quoi alors? Donc, en fait, il y a 4 centres de formation en France qui sont obligatoires. Il y en a 2 dans le sud, une à Montpellier, une à Nîmes. Obligatoire? Ah oui, c'est obligatoire. C'est une formation qui est réglementée, tu peux pas te protéger. Tout à fait. Donc, vous pouvez passer une VAE si vous êtes un ancien policier ou un ancien gendarme et militaire sous certaines conditions. Donc ça, c'est autre chose, mais vous êtes obligé de passer par l'école. Et le prof de l'école détective privée, c'est très pratique parce que s'il te dit dis donc, je vous ai pas vu hier en cours, tu lui dis merci. Incroyable. Félicitations. Voilà. Une question qu'on pose toujours avec Ludo pour terminer. Puis après j'ai des trucs à vous donner. C'est combien, enfin, donne pas de chiffres, mais Ludo. Il dit, combien ça coûte? Combien tu gagnes? Est-ce que donc c'est pas la même chose. Non, pardon. Comment tu gagnes? C'est indépendant. Alors moi, je travaille avec des clients en direct et je travaille aussi en sous-traitance avec des agences. Donc ça, c'est pareil. Les gens ne sont pas forcément au courant. Mais est-ce que ça va quoi? Moi, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'avoir fait ce choix-là à ce niveau-là. Mais voilà, après, c'est toujours des incertitudes. Des fois, il n'y a pas de travail pendant un petit temps. Mais c'est comme tous les entrepreneurs. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Le bouche à oreille, correct, notamment par rapport au temps passé. Comment on te trouve? C'est du bouche à oreille. Les gens qui sont satisfaits de... c'est du bouche à oreille. C'est le réseau. C'est mon réseau. Et puis, les agences entre elles aussi, il y a beaucoup de détectives qui nous contactent parce qu'on correspond à ce qu'ils cherchent. C'est du réseau. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Et bravo à Ludo, qui a trouvé très vite et qui va maintenant poser pour la photo de la semaine. Ah oui, tout à fait. Il faut que je vole un deuxième cadre. Tu l'as déjà été en plus. Oui, normalement... mais le cadre, on va retenir. Non, mais justement, au début, il n'était jamais l'employé de la semaine. J'étais jamais. Donc c'est très récent, ça. Tu poses? Et on sent qu'il a l'habitude. On sent qu'il a l'habitude. C'est dans la boîte. La pause, là. Parfait. Avant la suite de l'émission, c'est-à-dire avant de recevoir l'ami Jamy Gourmaud, voilà, pour parler notamment de ce livre, mais pas seulement. Jamy qui nous est avec nous. Quelques infos. Prochaine émission, c'est le 29 janvier. Ah, c'est loin. Automobile, des carrières qui roulent vers l'avenir. Ce sera le thème. On sera sur une émission autour de l'auto. Merci à Renaud d'ailleurs qui nous a accompagnés pour cette émission-là. Et si vous adorez l'univers de l'auto ou de la carrosserie automobile, eh bien Renaud communique là-dessus et en nous expliquant que ça vous permet de rejoindre un bac pro mécanique ou carrosserie colorisé Renault dès la sortie de la seconde. Formation de 2 ans rémunérée, ça c'est pas mal ça. En contrat d'apprentissage au sein de leur réseau, c'est ouvert pour tout le monde entre 16 et 29 ans. Pour candidater, donc c'est Renault qui propose ce bac pro mécanique ou carrosserie colorisé. Il y a un dispositif qui est assez original. Il ne demande pas un CV classique, il demande un CV voiture. Je vais vous expliquer. Et évidemment une petite lettre de motivation. C'est quoi un CV voiture? Vous allez sur un jeu vidéo qui s'appelle Forza Horizon. Mais attends, mais c'est incroyable. Si, Assetto Corsa ou Assetto Corsa Competizione, vous personnalisez votre voiture avec les stickers Renault, vous faites un screen de la voiture, et ce CV voiture, vous le postez sur le site qui est dispo dans le chat. Vous suivez toujours? Voilà. Et en conclusion de toute cette campagne, il y a Romain, l'ami Le Bouzeux, qui va organiser le 24 janvier une soirée spéciale entre talk et mini-jeux où vous allez peut-être pouvoir participer pour gagner des cadeaux. Donc, amateurs de voitures, voilà. Et donc, voilà. Incroyable, je vais immédiatement postuler, me dit. C'est plus fun que Parcoursup de postuler sur Forza. Nodus est un grand joueur de Forza, donc ça ne m'étonne pas que ça le ravisse. Ah, c'est pour ça? Oui. Bien joué. Ah oui, effectivement, c'est un streamer. Oui, c'est mon compagnon, tu sais. Mais il est journaliste jeux vidéo. Mais non, je ne sais pas tout. Mon compagnon est journaliste jeux vidéo. Un détective privé pour avoir toutes ces infos, mais c'est pourtant très dur à trouver comme information. Mais c'était pas Margot et du coup j'ai pas eu l'info. Mais Nodus est avec nous. Nodus, coucou.
Donc voilà. Et alors l'agenda pro, vous savez qu'à fin de chaque MVP, quels sont les salons ? On vous donne un agenda pro. Donc là, c'est un salon, le salon de l'étudiant de Lyon, qui se déroule là, ce week-end, du 10 au 12 janvier. Comment tu salon de l'étudiant. Elle sait tout. C'est à Euroexpo Lyon. Donc là, pour découvrir les formations, échanger avec les conseillers, obtenir toutes les clés pour réussir votre orientation, tout ce dont tu nous parlais tout à l'heure, Mathieu, d'ailleurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera présente à travers le village des ingénieurs et des techniciens, puisqu'on a vu tout à l'heure que dans la région, il y avait énormément d'emplois, notamment d'ingénieurs. Vous pourrez suivre des conférences, participer à des ateliers et vous renseigner directement auprès des écoles qui auront leur stand sur place. La saison, le salon a lieu sur 3 jours, donc du 10 au 12, et c'est de 9h à 17h. Merci à tous les 4. Merci. Ça a été un plaisir.